que c'est là. Ouais, mais vas-y, démarre, Milou, à nous remonter. Merci d'être là, ce premier regroupement Hydra. Là, l'idée pour nous, c'était de faire un petit point qu'on aurait aimé faire bien avant, qu'on n'a pas pu faire, et faire un point du coup sur la saison passée, puisque mine de rien, je sais même plus quand est-ce qu'on a officiellement lancé la version 2.0. La 2.0 ça fait 1 an et demi. je pense. C'était début février ou début janvier, un truc comme ça, je crois. Avec le Covid, etc. Je sais plus, mais bon, ça commence à faire un petit moment. C'était avant. Et donc l'idée c'est de faire un petit peu justement un point sur cette année et demie, entre ceux qui ont tout vécu avec nous depuis 1 an et demi, voire même avant. Ça fait 2 ans. Les premières versions. 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans déjà, ouais. Et parce qu'ils nous ont suivis pendant le Covid. Bon il était temps de faire un point. Donc 2 ans. Et le Covid, tout ça. Le bébé Donc, sort faire du un bain, point il sur marche. tout ce qui s'est passé. Donc là l'idée c'est vraiment, ça va être vraiment beaucoup d'échanger, voir les points positifs, les points négatifs, comment vous avez vécu un peu les différents cycles, les différents formats qu'on vous a proposés, et de voir un peu, de se projeter un petit peu sur la saison prochaine, donc sur les échéances à venir, éventuellement celles que vous projetez, celles que nous on projette, celles sur lesquelles on voudrait qu'il y ait peut-être un petit peu de monde, sur lesquelles on vous laisse centrer, etc. Et puis après, ça peut partir aussi, après ça dépend à quelle heure vous voulez partir d'ici, mais on peut partir aussi sur des petits sujets dont vous avez envie de parler ou autre. Moi, il y a un petit truc sur lequel je voudrais faire un point, chose que j'aurais aimé faire assez tôt. Donc je vais en profiter de ce premier regroupement. Et là, l'idée, c'est que justement qu'on puisse en faire un petit peu plus resserré, un petit peu plus régulièrement. Après, ça peut être sous d'autres formats, on commence à en parler pas mal avec les gars. C'est pareil, c'est des choses qu'on va mettre en place, mais entre les compètes, la programmation, il y a beaucoup de choses à mettre en place avec la boxe. Mais on pense aussi à faire des petits séminaires plus spécifiques. On reparlera du conjugate, là on est en plein dedans, mais éventuellement si ça plaît, si ça marche et si on veut continuer à le travailler, on aimerait bien en fait peut-être faire un séminaire assez rapidement là-dessus pour justement voir un petit peu si c'est des techniques un petit peu particulières. On a beau de tout décrypter au maximum sur la programmation, des fois on voit des mauvais placements, des mauvaises mises en place de matériel, etc. Donc j'aimerais bien faire un petit séminaire où en fait je vous vois tous dessus, on en parle, on en discute, je vous check bien là-dessus, et après tout le monde exploite la méthode à fond, mais ça on en reparlera un petit peu. Ça, Donc du coup, là, un petit peu sur tout ce qui est passé sur ces deux années d'Hydra, nous, on a... Alors, moi, j'ai mon expérience passée, parce que y en a qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Il y en a qui sont avec moi depuis 7 ans, il y a Juju qui est là depuis le début, Milou, David qui est là depuis pas mal de temps, enfin les deux Juju. Donc c'est vrai qu'Hydra, moi à la base c'était parti, j'étais tout seul dessus, c'était parti à l'époque où on était à Romsey. L'idée c'était juste d'amener des petits blocs supplémentaires aux gens comme Julien, comme Julie qui étaient là avec moi depuis le début, qui commençaient à avoir un bon niveau, qui avaient envie de faire de la compétition qu'on faisait déjà, et qui se subdisaient plus forcément de la programmation classique de la boxe. Donc au début j'ai amené des petits blocs supplémentaires, et puis petit à petit en fait ça a pris de l'ampleur. Le format convenait plus forcément trop, et c'est là que les gars m'ont apporté un regard un petit peu plus jeune, des nouveautés, des idées, etc. Et c'est là qu'on a remis en place une nouvelle version d'Hydra, où là du coup les gars m'ont rejoint, donc du coup on a commencé à bosser à 3 sur la prog, et on a mis une programmation un petit peu plus classique, je dirais, parce que moi je voulais absolument rester dans mon idée du CrossFit, où le CrossFit c'est la variété. Le point d'ancrage, c'est la programmation de la boxe, et après tout va s'articuler en fonction de ça. Sauf que c'est vrai que ça marchait, mais c'était compliqué pour moi de le mettre en place. C'était compliqué à mettre en place pour tout le monde. Je laissais beaucoup de choix aux gens, mais finalement on s'est rendu compte que les gens, il leur fallait pas forcément le choix, il fallait leur dire fais ça, et au moins ça m'a fonctionné comme ça. Donc la nouvelle version, je pense qu'elle plaît, puisque aujourd'hui on est quasiment 70 je pense sur la prog. Ouais, un peu plus de 70. Donc la nouvelle version, elle marche. Bon, la première était bien aussi, hein, mais... Combien de gens de l'extérieur sur les 70? On doit être une quinzaine, 10 à 15 à peu près de l'extérieur. Ok, donc 50 personnes internes et le reste en externe. Un peu de pourcentage en interne, ouais. Donc elle marche bien. Donc c'est vrai que nous, l'objectif aussi, c'est un peu de s'exporter au-delà de la boxe et d'aller chercher des athlètes. Même si ça n'a jamais été, moi, ma priorité à l'origine, et même là aujourd'hui, avec les gars, on a la même mentalité, la même philosophie. C'est que l'objectif, c'est que les gens s'entraînent dans leur box, au sein de leur communauté et avec leur propre coach. Donc nous, notre objectif, c'est pas d'aller chercher des athlètes dans les box et dire suis Hydra, c'est une tente de ouf, fais-la, même si on le sait, mais c'est le but d'un point. On a envie que d'autres gens la partagent, mais nous, ce qu'on préférerait carrément plus, ce serait de programmer des box. Mais au moins, du coup, ils prennent le pack complet, ils prennent les WOD, ils prennent les warm-up, les skills, les metcon, et les compétiteurs peuvent avoir accès aux compléments qu'on fait. Nous, c'est plus la vision, on veut garder la vision
pure du CrossFit, où en fait les gens sont coachés dans leur box, tout le monde fait la même chose, et nous ce qu'on veut pas dans notre box, c'est que des gens fassent des programmations au fond, donc on va pas aller le faire chez les autres, donc c'est pas pour notre philosophie. Après, si on a des athlètes pour des raisons, parce que la programmation dans leur box elle est vraiment pas bonne, ou parce que vraiment ils ont envie de faire Hydra, etc., bah on les accepte avec plaisir avec eux. Donc c'est un peu notre objectif, et puis ça va être aussi en interne au niveau de Rupella de continuer à recruter des gens aussi qui intègrent petit à petit la boxe. À chaque fois que quelqu'un arrivait, on a vu que ça avait marché puisque son niveau a passé un cran. Souvent, ils ont passé des caps, que ce soit dans les Metcon, sur leur fitness général ou sur des points faibles, etc. Donc on est content par rapport à ça. Donc nous, sur notre évolution, au début, on a pas mal tâtonné. C'est vrai qu'entre un cerveau où moi je gérais tout seul, je faisais à ma sauce et je faisais ce que j'avais envie de faire, et passer à 3 où on a chacun notre vision, chacun des idées et tout, vous avez vu au fur et à mesure des 2 ans, on a testé des choses, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché et tout. Et là je pense qu'on arrive à quelque chose d'à peu près, même si on continue d'essayer, parce que le CrossFit ça reste de toute façon la variété. Donc on essaye, nous on se renseigne beaucoup, on est passionné, donc on regarde ce que les autres font, on regarde ce qui marche. Il y a aussi nos expériences personnelles, enfin après notamment moi, pour ceux qui ne savent pas forcément, qui me connaissent comme ça mais qui ne savent pas trop mon parcours, moi je me suis toujours programmé tout seul. J'ai commencé la compète en 2015, j'ai passé mon level 1 en 2013-2014, je sais plus. Et après, en fait, à partir du moment où j'ai passé le level 1, je me suis mis à me programmer tout seul. Après, j'ai ouvert ma première box, je me suis mis à programmer la box. Et en fait, à partir de là, je ne me suis plus jamais arrêté de programmer la box et moi. Donc du coup, ça m'a permis d'essayer énormément de choses sur moi. Ça m'a permis de me péter 2 tendons aussi, donc de voir aussi ce qu'il fallait pas faire. Mais tout ça, voilà, ça a été hyper enrichissant pour moi, ça a été beaucoup d'expérience. Et puis après, ça m'a permis de le partager aux autres, de le partager avec les gars, de voir les progressions de chacun, etc. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une grosse expérience dans le coaching, dans la programmation. Et puis en tant qu'athlète, comme je vous disais, j'ai démarré la compète en 2015. Et à mon époque, ça fait un peu vieux briscard, mais à mon époque, en fait, il n'y avait pas le choix des catégories. C'est-à-dire, soit on avait la possibilité, les capacités surtout d'aller en élite. Juste à connu ça aussi. Mais ouais, j'ai fait beaucoup d'élite à l'époque. Non, mais les compètes où on s'inscrivait, mais on savait très bien qu'il y avait très peu de chances qu'on aille en finale, parce qu'en fait, il n'y avait que de l'élite. À l'époque, il n'y avait que de l'élite, donc en fait, on était 500 à s'inscrire, mais par contre, il y avait 40 places en élite et basta. Donc voilà, pour aller faire des grosses tournois, et il n'y avait pas de petites compètes. À l'époque, il n'y avait que des grosses compètes européennes et point barre en fait. Donc en fait, on passait des mois et des années à s'entraîner pour espérer peut-être un jour aller faire une compète. Alors qu'aujourd'hui, on commence vite fait le CrossFit et puis on se dit tiens, je vais aller faire une compète. Et je dis pas que c'est mauvais, mais c'est qu'aujourd'hui, du coup, les mentalités sont plus les mêmes. Donc moi, j'ai connu un peu toutes ces ères du CrossFit. Où comme je vous dis, moi à l'époque, si je voulais, ma première compétition ça a été les Belgians, j'étais en Belgique, et pour y aller il a fallu vraiment que je me sorte les doigts du cul et que je m'arrache sur chaque Metcon, et que j'avais, en fait, les qualifs pour moi étaient plus durs que la compétition en elle-même, parce qu'en fait à la qualif tu n'avais vraiment pas le droit à l'erreur, tout devait être calculé, tout devait être bien fait, tout devait être parfait. Et voilà, et j'ai réussi une fois en élite à me qualifier au French, et là aussi ça a été c'est là que je me suis arraché le tendon du biceps, mais pour vous dire à quel point en fait toute ma préparation pour faire les qualifs des French, elle a été importante, et je m'étais mis une telle pression, etc., que j'en suis arrivé à la blessure pendant les qualifs. Je me suis jamais blessé en compète, mais c'était surtout en qualif, c'était hyper compliqué. Donc tout ça en fait, ça a été hyper formateur. Tout ça, ça a été hyper formateur pour moi, et puis ça m'a permis du coup de faire des grosses compètes, donc participer à vraiment des... Et donc j'ai fait que de l'indiv, parce qu'à l'époque il y avait aussi que de l'indiv. Donc ça m'a permis de faire... j'ai fait les Belgiennes, les Italiennes, les French, les German, ouais, c'était une très grosse compète, et Berlin, enfin c'était 2 compètes différentes, mais de très grosses compètes très dures. Voilà, et puis après, quand les compétitions sont ouvertes un petit peu plus sur de la team, sur des compètes un petit peu plus locales, là après j'ai fait des plus petites compètes que moi je compte pas vraiment en compétition, mais tout ce qui est West Coast, Buddy, etc., c'est des compétitions sympas. Mais... Non mais c'est vraiment pas péjoratif, mais c'est que moi je vois bien la différence entre l'intensité et la rigueur qu'il fallait mettre à l'époque pour aller à une compète, et qu'aujourd'hui en fait les gens choisissent leur compète et choisissent leur caté. Donc du coup les mentalités sont plus du tout les mêmes, on y reviendra un petit peu après parce que c'est un petit sujet que j'aimerais qu'on aborde sur l'état d'esprit. Donc voilà, un petit peu pour poser le truc. Je sais pas si les gars vous voulez un peu dire votre parcours ou vous présenter un petit peu, parce que c'est vrai que c'est Max qui hier m'a dit
bah, au moins qu'on se présente auprès de tout le monde, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Et, bah, ouais, c'est vrai, en fait, ils savent comment on s'appelle, mais ils savent pas notre background, notre cursus. Allez, les gars. Après, Il est où Clément? Le roi de la piscine. Il y a Clem aussi qui veut expliquer ses programmations de piscine. Et puis Victor aussi, hein. Ça nous fait suivre. Allez, Victor, le roi de l'alimentation. Mange des cacahuètes. C'est un sacré gros chef de coach. Il va falloir penser à rentrer une femme quand même. Connaissent ou connaissent pas, Maxence Ménard. un peu plus en 27 ans. Papa de Tokyo et Samedi d'Oslo. prochain d'ailleurs, on passe encore un cap avec Thomas parce qu'on est né le même jour. Le 21, on prendra une année de plus. Non, moi. Cursus, comme les gars, tous les trois, on a fait STAPS tous les trois. C'est dans ma dernière année de STAPS que j'ai découvert le CrossFit à Clermont. Et puis comme tout le monde, hein, on met un pied dans une box et puis on tombe amoureux du sport. À l'époque, il y a maintenant peut-être 5-6 ans, non plus, 6-7 ans maintenant. C'est vrai que les mentalités, surtout au niveau compétition, étaient différentes. Je me rappelle d'une époque où c'était les adhérents qui allaient demander au coach est-ce que tu penses que je peux faire cette compétition, etc. Donc c'était encore cette époque-là où vraiment tout le monde s'entraînait. Il n'y avait qu'une partie infime qui prétendait à la compétition, qui justement, parce que c'était très dur, on avait peu et les seuls qui allaient, du coup il y avait du gros niveau qui était là-bas. Et du coup, dès qu'il y en avait une qui nous plaisait, on allait voir le coach référent de sa salle et puis dire écoute, il y a telle compète, est-ce que tu penses que j'ai le niveau, dans quel KT, etc. Donc c'était un peu plus sélectif, on va dire. Maintenant, tu as des compètes tous les week-ends, mais qui justement proposent du niveau, des standards pour chacun des niveaux, etc. Et en soi, ça amène un peu tout le monde à la compétition, mais en oubliant un peu la phase d'entraînement. Donc ça, on y reviendra avec Thomas. Voilà. Mais j'ai connu aussi un petit peu au début cette période-là, c'était un peu la fin de cette période-là où il y avait très peu d'athlètes, entre guillemets, il y avait juste des gens qui s'entraînaient fort et surtout qui faisaient de la classe. C'est-à-dire les programmations sont venues presque avec notre ère à nous, les programmations annexes. Sinon la plupart des gens, même ceux qui avaient des gros niveaux, faisaient les votes de classe. Enfin, moi j'ai fait des votes de classe avec des machines qui clean and jerkaient 130, 140. Pour l'époque, c'était beaucoup. Les votes de classe, quoi. Oui, c'était énorme. Ouais. Pour l'époque, c'était. Mais à Clermont, je sais pas ce qu'ils mangent là-bas. Maintenant, c'est banalise. Il y avait des gros bébés à Clermont. Alex Bernard, maintenant qui est en master, etc. Je m'entraînais avec lui. Il faisait les votes de classe. Le mec faisait des clean and jerk à 130, 140. Déjà, il faisait que les votes de classe. Donc c'était une époque un peu, voilà, t'avais les votes avec un petit peu tout le monde, mais il y avait tellement justement de personnes différentes dans votre classe, comme un peu les bases, l'essence du CrossFit, où, comme on disait, on peut s'entraîner avec sa grand-mère, mais aussi avec l'athlète du coin, etc. En fait, les votes de classe étaient vraiment plein d'intensité, etc. Juste, mais c'est vrai que Julien, Julie, même David et Milou, c'est vrai que nous on s'entraînait, enfin moi, après c'était une autre époque aussi en termes de boxe et de coaching, mais c'est vrai que moi je participais toujours à un de mes cours, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'adorais m'entraîner avec mes adhérents, même les gars vous avez connu ça, et genre un cours où je voyais que j'avais un groupe qui était assez autonome, qui se démerdait bien, j'avais pas de débutant, rien. J'allais envier, je montais, j'allais enfiler un short et je disais tiens je fais le cours avec vous. Et du coup je faisais le warm-up, le ski, le metcon avec tout le monde. Et moi c'est vrai que même si j'ai eu des grosses saisons d'assez haut niveau en tant qu'athlète, j'ai toujours fait la prog avec mes athlètes. Mais quand je dis mes athlètes, c'est tous mes adhérents de la boxe. J'ai toujours fait la prog avec eux. Et moi après, en arrière salle, j'allais me mettre des grosses nages, des gros skis, des gros machins, etc. Mais par contre j'ai toujours fait ma propre prog. Et ça on y reviendra après, mais c'est vrai que je voulais rebondir là-dessus. En disant que c'est vrai que j'ai perdu ça parce qu'aujourd'hui on a une boxe avec une grosse ampleur et on a ce côté un peu professionnel de se dire on peut plus trop en fait s'entraîner, on a tellement de nouveaux tout le temps, on a tellement tout ça qu'on peut plus le faire. Mais ça c'est une époque que moi j'adorais et il y en a certains des anciens qui m'ont dit c'est dommage tu ne votes plus avec nous ou des fois quand on se permet de le faire parce que c'est pas notre ordre de coaching mais qu'on coach avec on s'entraîne avec la classe. C'est vrai que les gens kiffent bien. On essaie de le faire parfois, c'est vrai, je vois à 16h l'autre fois, moi je l'ai fait, les gens ils aiment bien aussi. Je rebondis là-dessus un petit peu, c'est aussi montré par l'exemple, on a de la chance pour ça et on vous remercie aussi. C'est qu'on a une box où on a très peu d'athlètes qui font une prog autre que celle qu'on vous propose. Donc du coup ça c'est vraiment gratifiant pour nous, on se dit que vous nous faites confiance et on mène aussi par l'exemple pour ça. Parce que il y a beaucoup de box, il y a aussi des coachs et c'est ce que disait Tom de par son expérience où tu nous racontais que tu avais fait des compètes. Ah ouais mec t'es sur le podium mais tu pourrais être à la première place, tu prenais une programmation.
Il dit non, c'est pas parce que je vais prendre une autre programmation que je vais forcément être plus fort. Et toi, pourquoi en tant que coach et en tant qu'athlète, tu te dis que tu fais une autre prog et tu proposes autre chose, c'est adhérents, ça veut dire que ce que tu leur proposes, c'est de la merde, quoi. Donc, du coup, c'est là où aussi, avec les progs, tout ça, on perd un peu l'essence du base de CrossFit, où justement, tu devais faire la classe, et puis oui, si tu veux progresser, tu vas aller faire un petit bloc de renforcement en plus, ou bosser ton point faible, que ce soit l'haltéro ou la gymnastique, mais où tu te retrouves pas, et il y a des petits posts là-dessus sur Instagram qui sont assez révélateurs. Bah, de base, voilà, c'est warm-up, skill, metcon, tu t'envoies là-dessus, et t'as pas une partie A, B, C, D, et jusqu'à Z, quoi, pour une seule séance. Et normalement, pareil, tu ne devras pas t'envoyer sur une séance qui va durer 3-4 heures, et normalement, bah, si tu restes un petit peu dans ton axe de travail et que tu commences pas à discuter dans tous les sens et que tu prends pas 3 minutes de récup à la place de rester en MM, normalement, notre séance, même si parfois vous trouvez que c'est long, normalement, c'est une heure et demie, quoi. Donc on était parti là-dessus pour dire qu'à la base les entraînements c'était plus privilégier l'intensité et qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Ceux qui étaient là au cours de 10 heures à Romsey, le cours de 10 heures de Romsey, c'était un gros cours où tout le monde s'envoyait la gueule et on faisait que ça. Et à la limite on avait un petit renfo à la fin, mais on faisait tous les votes de classe et c'est là où on progressait très fort au début. C'était en s'envoyant la race avec tous les copains en groupe de 10 heures. Donc après, la force des choses, moi j'ai commencé vraiment à m'impliquer dans le CrossFit avec Thomas et Benji d'ailleurs, les deux qui nous coachaient à Romsey. Progression en progression, après voilà, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, intégré l'équipe de Rupella, puis après par la force des choses, Thomas qui commençait à avoir du mal à assumer seul, on va dire, la programmation, de par le manque de temps, etc. On va faire tous les services possibles, mais à vouloir rendre service à tout le monde et essayer de trouver des solutions à tout le monde, en plus de gérer une Ceux qui salle. ont connu la première version, en fait, je faisais 5 programmations en même temps. La cardio, la lifting, il y avait la gym, programmation classe, et à ça, je rajoutais une version haltéro, donc il y avait 5 blocs haltéro dans la semaine. Une version gym, il y avait 5 blocs gym dans la semaine. Une version cardio, il y avait 5 blocs cardio dans la semaine. Et après, je faisais une version généraliste pour ceux qui voulaient faire un peu tout, où je piochais les meilleurs blocs de chaque. Et tu as rajouté le strong à un moment donné. Et j'ai fait le strong aussi. Et oui, c'est vrai, et il y avait la version force. Et donc ça, je le faisais toutes les semaines. Donc il y a eu un moment où j'avoue que moi en fait j'aimais tellement ça que j'y ai mis un temps et une énergie monstre. Et au bout d'un moment, c'est vrai que quand j'ai vu, au début j'avais beaucoup d'athlètes, et puis quand j'ai vu les athlètes qui ont commencé à piocher dans d'autres prog et tout, ça m'a fait mal parce que c'est vrai qu'avec les investissements et le temps que j'y mettais, je me disais comment on peut en fait partir de ça alors que je propose un service 10 fois plus important que les autres. Mais juste, c'est là que les gars m'ont apporté une grossette, c'est juste en fait, je me suis trop éparpillé et il fallait juste que je me ressente sur le besoin, cadré, en fait, revenir sur l'essence même du CrossFit. Et d'ailleurs, il y a Willy Georges qui le redit dans une de ses dernières vidéos là où en fait on n'a pas besoin de progresser que sur l'haltéro. Même si on a un point faible sur l'haltéro, il ne faut pas progresser que sur l'haltéro. C'est-à-dire qu'il faut continuer à travailler tous ces blocs, sur la gym, les cardio, etc. Chaque bloc est important et concomitant avec l'autre. Votre gym vous fera progresser sur l'haltéro fera progresser sur la gym, etc. Donc il fallait recentrer un peu le truc en disant ok, faut pas donner ce que veut à chacun, mais plus qu'est-ce que notre vision de l'entraînement, comment on voit le CrossFit, comment on voit la progression CrossFit. Et pour nous, il fallait travailler tous les blocs ensemble, peut-être privilégier le focus sur certains, si on sait qu'on a un retard sur la force, mais effectivement venir sur les blocs force, respecter les pourcentages à fond, respecter les stimuli à fond, et pour progresser plus dessus, mais quand même continuer à faire sa gym, etc. Mais si on sait qu'on a un point faible, le focus, l'attention, doit être à 100% sur ce bloc-là. Donc bref, on en est revenu à là, normalement c'est bien équilibré aussi, ça tous les compartiments progressent peut-être plus ou moins vite pour certains. On est arrivé pour refondre un petit peu et voir où est-ce qu'on voulait amener les athlètes, s'ils avaient besoin de bosser. Et maintenant on a un peu notre répartition dans la programmation. Et c'est une belle réussite, bravo à vous. On a chacun un petit peu nos tâches, etc. Et ça marche pas bien, et puis on s'entraide, c'est ce qui fait aussi, maintenant on est plus qu'un cerveau, mais on est 3 cerveaux. Pour justement essayer que tout s'imbrique bien et que tout soit géré le mieux possible. Et plus bientôt, quoi. Parce qu'on se rend compte aussi que maintenant ça se professionnalise de plus en plus et on a besoin aussi de vachement communiquer là-dessus. Malheureusement, il y a beaucoup de formations qui proposent du contenu qui n'est pas forcément de la meilleure qualité, mais qui ont une communication qui va être attrayante. C'est un peu comme un packaging pour un produit. Le packaging, il est peut-être beau, mais le contenu, il est peut-être... Alors, c'est pas forcément qu'il est pas bien, mais il est peut-être pas forcément cohérent.
Et justement, on parle avec les expériences de compétition, on voit qu'il y a des compétitions qui prennent vachement d'ampleur, mais qui ont des programmations qui sont complètement à côté de la plaque. Enfin, si nous on regarde ça avec notre expérience, en s'étant formé sur la programmation, les formations CrossFit, L1, L2, programmées, etc., ou en testant nous-mêmes justement les modalités à mixer, on se rend compte qu'il y a certaines compétitions où ça ni queue ni tête, et pourtant c'est des compétitions qui brassent des milliers de personnes. On va pas dire de nom. On va pas dire non, mais Mais en tant que programmateur et programmant des compétitions, il y a un truc gênant au contrat. on se rend compte qu'effectivement la programmation c'est pas donné forcément à tout le monde. Un bon coach n'est pas forcément un bon programmateur et l'inverse aussi. C'est vraiment deux métiers différents et c'est pour ça qu'on n'est pas trop de trois cerveaux pour bosser dessus. Et maintenant on agrandit un petit peu l'équipe, bon, on verra bientôt, mais Clément qui s'occupe déjà de la programmation natation, Vic l'aspect un petit peu plus nutrition, il y a Benoît qui va arriver aussi avec les parties renfo et plus prog spécifique pour l'apprentissage des mouvements, etc. Et Adam qui va nous aider aussi sur des programmations 100% haltéro. Et juste pour rebondir avant que Tava se présente, parce que c'était par rapport à ce que tu disais Tom sur le fait qu'à un moment donné il y a des gens qui sont partis de ta prog pour aller vers d'autres prog. Pour moi, un bon athlète n'est pas forcément un bon coach aussi. Et il y a une époque où il y a toutes les têtes d'affiche qui ont commencé à faire leur... je pense beaucoup à Alexandre Jolivet qui a fait son truc et genre il y avait 3-4 heures par jour. Les gens s'étaient inscrits alors qu'ils avaient 2 ans de crossfit. Bon, c'est pas grave, je le dis. Il est à Dubaï. C'est pas grave. Il va arriver en jet privé. Mais c'est vrai, c'est un moment, moi je me rappelle très bien de cette époque-là où il y avait des gens qui étaient dingues, qui voulaient absolument aller avec des gens comme Alexandre Jolivet, qui sont rentrés dans la programmation de ce genre de personnes. Et au bout d'un an, ils étaient dans un état, et puis on les reconnaissait pas les gars. Parce que Alexandre programmait pour lui, comme lui s'entraîne, Pour Alexandre quelqu'un, est capable qui peut ne d'encaisser faire un que volume s'entraîner. de 2 personnes réunies. C'est pas possible, quoi. Et il reproduisait le même volume pour ses athlètes en disant si ça marche sur moi, ça marchera sur les autres. Donc tout le monde n'a pas la capacité au niveau effort et récupération Et un rythme de vie. Il y a un rythme de vie qui peut et du temps pour le faire. Donc c'est pour ça que ça marchait pas. C'est pour ça que nous on essaye au maximum. Pareil, hein, ça nous prend du temps, mais de s'imaginer une séance aux alentours d'1h30, 1h45 grand maximum. Si on parle pas trop et qu'on ne boit pas trop de fitaise entre l'exercice. Mais on essaye au moins que ça reste aux alentours d'1h30, 1h40 pour que justement on est un peu monsieur madame tout le monde. Hein, on est des athlètes entre guillemets, mais on reste quand même des monsieur madame tout le monde avec chacun ses travails, ses hobbies, ses enfants. Pas facile d'être. On a chacun un petit peu nos activités à l'extérieur. C'est dur d'être star du porno la pour faire du fatigue. crossfit. Les deux sont On durs. doit vite rentrer à la maison parce que maman elle tape du pied. Ouais, ça c'est bien de le dire. Donc je crois qu'on est tous un peu comme On ça. a tous les 3 des enfants, certains avec des poils, d'autres non. Donc voilà, donc forcément on essaye aussi de répondre à ce critère-là, progresser oui de façon efficace, mais aussi en prenant en compte qu'on n'a pas tous 3 heures pour s'entraîner. Bah, je te laisse. Juste en présentation, moi j'ai pas de passé de palmarès en crossfit, loin de là, à part les camemberts trop d'armes, j'ai rien fait du tout. Mais après, moi pour l'approche du crossfit, au niveau antécédent sportif, j'ai plus joué au basket à haut niveau. Et en fait, là où je me suis retrouvé là-dedans, alors moi j'ai d'abord commencé par l'haltéro avant de commencer le crossfit. Et après, là où je me suis bien retrouvé en fait dans l'haltéro et ce que le crossfit apportait, parce que je me suis rendu compte en fait, c'est que j'aimais bien la préparation physique en fait dans le basket. Tout ce que les gens aimaient pas en fait, c'était le début de saison où il fallait courir à la salle de muscu, essayer de travailler sur de la plio ou travailler sur l'exercice spécifique. Moi en fait, c'est ce que j'aimais bien et c'est ce que j'apportais aussi dans mes clubs quand j'étais au STAPS. Du coup, Max il l'a dit, on a tous fait cette formation-là et dans l'entraînement sportif, donc spécifique dans la préparation physique. Et j'ai eu la chance aussi à haut niveau en basket, après pouvoir coacher par exemple des U19, que ce soit en spécifique basket et aussi en préparation physique. Et du coup, je me suis retrouvé vraiment dans le crossfit où tu te dis qu'au final, ça s'adresse à tout le monde. Très bien juste pour quelqu'un qui veut faire une activité physique ou comme quelqu'un qui reprend le sport, comme un sportif spécifique, que ce soit un footballeur, par exemple Max qui a fait ça, basketteur ou Tom qui est ancien handballeur, justement on vient tous en plus des sports co à haut niveau et on retrouve en fait justement toutes les qualités physiques qu'on va devoir transmettre là-dedans. Et c'est là en plus on s'y retrouve où justement si on regarde la pyramide CrossFit, comme quoi on n'invente rien, on part de la nutrition, du cardio, de la gymnastique et de l'haltérophilie et ensuite on va vers les sports spécifiques. C'est ce que nous en Europe on a un peu plus de mal à faire, on développe d'abord le sportif spécifique et après éventuellement si dans des clubs on a les moyens, on va peut-être faire un petit peu de préparation physique générale. Et c'est ce qui fait que ça nous mène à la blessure ou autre. Alors que si on suit un petit peu plus les systèmes anglo-saxons,
c'est là en fait on retrouve l'essence même du CrossFit qui mène à des sports un peu plus spécifiques derrière. Et puis c'est là où je me suis bien retrouvé là-dedans et où ça m'a amené à bosser avec les gars. Je suis assez content. Bien pour l'instant. Pour l'instant. On ne tape pas trop dessus pour l'instant. Ça dépend des fois. Mais... Du coup, est-ce que vous, de votre côté, quel retour vous auriez envie de nous faire, positif et négatif même, j'insiste même sur le négatif, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et nous d'évoluer et de faire travailler un petit peu plus la matière grise. Ou après, je sais pas si Ben, après, si t'as envie de dire un truc, parce que... Non, Bah là-bas qu'on te voit avec toi. pour l'instant, à l'année prochaine, au prochain point. C'est quoi sur n'importe qui, que ce soit des gens comme Juju, Milou qui sont là depuis longtemps, d'autres qui sont là depuis pas longtemps et tout, si vous avez juste un petit truc à dire, c'est vraiment n'importe quoi, ce que vous aimez ou que vous aimez pas, si vous pensez qu'il y a un truc qui manque sur la prog, ou quelque chose qu'on a fait mais qu'on fait plus et qui était bien, que vous avez kiffé, ou inversement, n'hésitez pas à nous faire des retours. Ben, Ouais, du coup moi juste pour... Comment? Toujours pas les DU, ouais. C'est vraiment une grande dernière, hein. Non, pour avoir fait d'autres prog aussi avant, comme vous le disiez, donc avec Laurent, on était dans une box à Paris, où effectivement il y avait la programmation pour les adhérents, et puis très vite, si tu voulais continuer à progresser, c'était Comtrain, après moi j'ai testé PRVN aussi, qui sont censés du coup être des progs de très haut niveau, puisque ça emmène les athlètes élites aux Games, mais qui en fait sont des progs vraiment beaucoup trop longues, puis qui te crament parce que ça te demande de faire quasiment 2 sessions la journée. Et c'est vrai que moi, d'avoir rejoint Hydra après une petite claque des Open de l'année dernière, je me rends compte qu'on continue quand même à progresser très fort. Donc l'idée c'est pas de dire ouais tout est bien aujourd'hui, on est les meilleurs, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, pour des athlètes du quotidien, des gens qui ont 1h30 à 2 heures par jour, ce qui est déjà énorme à mettre dans leur entraînement, ça fonctionne, et ça fonctionne presque mieux que des progs dites plus poussées, mais qui en termes d'investissement pour le commun des mortels sont peut-être pas assez bien réfléchis non plus. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien, je trouve. Et en point négatif, et c'était le but aussi des rencontres aujourd'hui, hein, puis je vous invite à faire la même chose après, si vous avez des choses à dire aux gars, c'est le moment. C'est qu'on est quand même beaucoup d'athlètes dans la prog à faire des compétitions en équipe. On a assez peu, je pense, des objectifs individuels. Et que du coup, quelque chose qu'on pourra améliorer sur la saison à venir, c'est de proposer plus de teams dans nos Medcon, ou voir dans les renforts, c'est toujours un peu plus difficile, même s'il y a les formats Yugo Ego, mais pour travailler aussi le côté coordination en équipe. Synchronisation. Voilà, exactement. Surtout, ouais. Et ce qui peut permettre sur certaines compètes d'arriver avec une somme d'individualité peut-être moins forte, mais par contre des gens qui très vite sur la cohésion ont déjà WODé énormément ensemble et savent que sans se parler, tac, à tel moment il faut qu'on switch, etc. Ça peut être quelque chose à améliorer, parce que je pense que 90% des athlètes dans la prog visent des objectifs collectifs. Alors une question, pourquoi d'être de la team? Ouais, moi je vais rebondir un peu là-dessus. Ouais. Alors moi c'est très clair, c'est que j'ai plus du tout envie de faire de l'individuel, ça m'intéresse pas. Je me fais, j'ai Max, j'ai Anto avec qui je fais des compètes et ça se passe très bien. Et c'est juste que ça m'intéresse plus de, non pas que si ça permet de voir ses points faibles, mais c'est intéressant les compétitions individuelles, mais c'est que moi ça me fatigue un peu. Après t'en as fait de l'individuel? Oui, moi j'en ai fait pas mal et aujourd'hui pour moi il faut être vraiment fort pour faire de l'individuel et aller haut. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des compètes? Alors, je ne vais pas forcément parler de niveau, mais quand je dis compète, c'est une compète honorable. C'est à la limite les Halloween à l'Européla, pour moi c'est une compète fun, je ne considère pas ça comme une compète. Donc, non mais mais qu'on fait de la compète et que en team, qui n'ont jamais vraiment expérimenté de l'individu. Vous avez jamais fait l'individu? Oui, Moi, je l'ai fait une fois parce que je suis promenée. Elle est fraîche, Non, Et j'ai l'indiv est fait quand même externe. difficile.
En master, Ouais. les masters, Ouais. les masters, le CrossFit, ils commencent à partir de 35 balais. Et j'ai 51 ans, donc il va falloir penser aux masters plus de 50 quand même. Il y en a Ils pas. sont tous morts. On a dit que- Il n'y a pas de catégorie fossile. Donc, il va falloir penser à nous là, que ce soit pour Alors, les ouais. silex ou autres, c'est Non, mais master c'est une plus question 40 quoi. parce que alors c'est vrai que comme je vous ai dit, le format team il est arrivé très tard. En fait, les teams, ça a été créé que pour les games à la base. Et donc en fait, au final, les regionals, c'est des teams qui se composaient pour aller faire les regionals, pour aller aux games. Et sur les autres compètes, en général, il n'y avait pas de team. C'est arrivé très très tardivement. Et je me rends compte aujourd'hui, parce que encore une fois, moi j'ai mon passif, j'ai mon circuit où j'ai pas eu le choix, de toute façon, moi que de faire de l'indiv. Mais de toute façon, même s'il y avait eu de la team, je pense que je serais resté sur de l'indiv. Mais moi je vous encourage quand même à essayer, à pas vous dire aujourd'hui c'est plus fun, je peux me chier et passer, il y a quelqu'un qui va recouvrir mon merdier, etc. Essayez quand même, ou au moins à l'entraînement, de vous mettre dans des conditions vraiment de format indiv pour justement être vraiment face à vous-même et à vous dire, parce que moi vraiment l'indiv ça a été hyper formateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis mis à faire de la team, je me suis dit, mais en fait, la team, c'est un entraînement pour moi. Parce que, en fait, en termes de pression psychologique et de charge physique, bah, c'est le jour et la nuit. Parce que, en fait, en indiv, on ne peut pas s'échapper. La moindre seconde va compter. L'intensité n'est pas la même. L'intensité n'est pas la même, la charge psychologique n'est pas la même. Je peux me reposer sur personne, je ne peux pas me cacher derrière quelqu'un. J'ai pas un moment où je me repose. En team, on a quasiment toujours un moment où on va pouvoir souffler, à moins qu'on ait un full synchro. Mais il va y avoir une épreuve full synchro dans tout le week-end. Lundi, en fait, il n'y a pas le choix. Alors, je sais que c'est dur, je sais que c'est prenant, je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais je vous y invite. Je vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dirai pas que vous êtes une merde si vous le faites pas ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon motif. Mais je pense en vous. Non, mais non, je vous y invite parce que c'est hyper formateur et c'est hyper révélateur. Et en fait, derrière, après, il y a une question de mindset aussi, on verra si on a le temps de l'aborder, mais derrière, en fait, moi je sais que je suis revenu de mes compétitions individuelles, pas avec la tête dans le sac parce que j'avais pas fait un podium ou parce que mes premières compétitions, j'étais dans des ventres mous. Hein. J'ai toujours fait des top 20 dans les compètes, même à plus haut niveau, mais j'ai fait des top 10 et j'ai fait des podiums beaucoup plus tardivement. Mais même quand je faisais 15e, je revenais avec une fierté de ouf. C'est juste de m'être dit, j'y étais. En fait, c'est pas mon classement, je m'en cognais, c'est de dire j'y étais. Et quand je suis revenu, c'était de me dire, et c'est même pas les autres en fait, c'était pas les autres, c'était moi, c'était de me dire putain, je pensais que j'étais bon en altéron et j'ai pris le bouillon sur du cycling, donc faut que j'aille me remettre la misère là-dessus. Putain, je pensais que j'étais bon sur la marche sur les mains, et ben en fait, une fois que j'ai les épaules flinguées, j'étais incapable de faire 5 mètres unbroken et les mecs ils m'ont tollé dessus. Et en fait, il y a une remise en question, et moi je suis revenu de chaque compète, mais avec une espèce des dents longues à rayer le parquet, et j'avais envie de me dire putain, mais j'ai tel point faible, que j'avais pas remarqué dans mes entraînements. Bon, surtout que moi je me programmais moi-même, c'est pas évident de se mettre en difficulté, mais c'est hyper formateur et hyper motivant derrière de faire l'indiv. Donc je vous dis pas qu'il faut en faire absolument en faire, faut y aller et tout, mais je vous y invite, même après ça peut être de la petite compète, mais aussi d'être dans ce format un peu indiv. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec toi. Moi j'ai fait que de la compète en Ouais, ce que j'ai. Ah oui, mais c'était un passif d'individuel aussi. Oh, alors j'ai un passé de sportif de niveau d'indiv, mais dans du sport de combat, donc rien à voir. Mais je trouve que la team justement, en fait je pense que ça dépend de pourquoi tu fais ça. Et moi je fais ça parce que je trouve ça fun et que j'ai envie de m'amuser et que voilà, c'est comme ça que je démarre la compétition en équipe parce que c'était une manière de on est à plusieurs, donc forcément c'est plus rigolo et je me prends pas la pression tout seul et voilà. Et je suis revenue à l'entraînement avec le même gros que toi parce que justement je voulais être meilleure pour mon équipe en fait. Et c'était fun, et je me battais pour l'équipe et je pense que ça l'aurait pas fait si j'aurais pas du tout eu la même logique si j'avais été en indiv. Ouais, alors c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mindset, parce qu'en fait il y a aussi, moi tu vois par exemple quand je fais de l'équipe, souvent, souvent je suis meilleur de l'équipe, mais c'est pas pour autant que du coup je me dis ça va être une compétition cool, parce que moi par contre j'ai un gros passif de sport co, j'ai une grosse mentalité de partage et de me sacrifier pour l'équipe, et je sais que toutes les compètes que j'ai fait en équipe, j'ai fini au plus mal quand il en fallait un qui allait se sacrifier sur un skiable ou sous une barre à 80 kg.
bah, j'y suis allé parce que bah, c'était à moi de le faire, parce que fallait que je monte l'exemple, Parce qu'on pouvait pas, surtout. Parce qu'on pouvait pas, surtout. Je me souviens de ces snatchs à 80. On avait, je sais plus, avec Juju West Coast, on avait, je sais plus, 30 snatchs à 80, bah, sauf que lui, c'était même pas son RR. Ça va, Donc, donc oui, il y a plein de conditions. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec ça aussi, je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai vraiment réussi à. Enfin, je me suis complètement transcendé sur de la team aussi. Et je suis revenu aussi en me disant, bah putain, là-dessus, il faut que. Enfin, il faudrait que j'arrive à m'améliorer et tout. Il y a d'autres objectifs, il y a d'autres bénéfices aussi à la team, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais moi qui fais les deux, je peux vous dire que le côté rigueur, je pense, mais moi c'est quelque chose qui est ancré en moi. Moi je été très, voire trop rigoureux avec moi-même. Mais moi je trouve qu'il y a ce côté où en fait on a une marge de manœuvre en team qu'on n'a pas en indiv. Et je trouve que cette petite marge elle est hyper formatrice et des fois elle fait du bien à l'ego aussi. Ça te secoue sacrément et voilà, et on peut vraiment se cacher derrière rien, c'est toi contre toi-même et il n'y a même pas à se comparer aux autres ou aux juges ou en fait il n'y a pas d'excuse, c'est ta propre performance et en fait c'est juste le reflet de tout ce que tu fais à l'entraînement en dehors de la boxe aussi, ton hygiène de vie, est-ce que tu as bien dormi, bien mangé, est-ce que tu as bien préparé ta compétition, il y a tout ça, on en reparlera ou ce sera des thèmes qu'on pourra aborder dans les fois d'après, mais voilà, je pense que c'est Milou qui a fait un peu des deux, je sais pas ce que tu en penses aussi, tu as fait de l'indiv et de la team aussi. Moi j'ai fait beaucoup plus d'indiv. Oui, toi aussi, ouais, tu as fait beaucoup plus d'indiv. Et je pense qu'en fait, à écouter un peu les deux sons de cloche, en fait, je pense que c'est propre à chacun. Oui, c'est une question de recherche et de mindset. Ouais. Parce que la Nice, elle est très dans la convivialité, enfin, tu sais, tu la vois dans le groupe et tout, elle discute beaucoup, c'est quelqu'un qui a Non. Ah, mais c'est parce qu'on est loin aussi. Toi, tu parles beaucoup ici. Tu trouves? Et du coup, un petit peu. elle est, de nature, tu vois qu'elle est quand même très joviale et très dans le groupe et tout ça. Il y en a qui sont un peu plus individuels, etc. Moi, je suis partagée parce que j'ai beaucoup appris en indiv, énormément. Où justement, ça a été très formateur pour moi. Et maintenant que je suis en master et que j'ai moins envie de me saigner comme avant, bah maintenant je commence à plus apprécier le côté team. Et là, du coup, on s'en va au Bloody par exemple. Parce que maintenant, je recherche plus à m'amuser, plus qu'à performer sur le processus. Mais tu gardes quand même une discipline individuelle. J'ai une discipline où je garde toujours un objectif. Ouais. Je suis entièrement, moi c'est mon discours et je suis entièrement d'accord avec ça. Encore une fois, attention, moi je vous invite à faire de l'indiv parce que c'est formateur, mais je vous dis pas que c'est ça CrossFit et c'est ce qu'il faut faire et c'est nanana. Moi je parle juste de mon expérience. Et ce que dit Milou, je suis entièrement, moi aussi. Moi aujourd'hui, là dans une semaine j'ai 40 piges et honnêtement, et c'est surtout. Ok, il y a les 40, mais moi, Putain, on fait la fête. j'en ai discuté avec les auditeurs qui démarrent, j'en ai discuté avec les gars, c'est pas seulement d'avoir 40 piges, et on en parle aussi avec Anto et Juju, c'est vrai que, bon, à force, ça nous tire sur la gueule et tout, et avec nous, on en parle souvent aussi, c'est qu'on a moins cette envie des charges lourdes, de mettre de l'intensité, etc. Et moi, je le ressens aussi, même si je suis un compétiteur normal, et j'ai moins envie, donc je sais très bien que là, moi, maintenant, les compètes individuelles, je sais que cette année, je prévois les French et je pense que j'en ferai pas d'autres. Je vais en faire une grosse parce que j'ai quand même envie de me tester et de me révéler sur une compète et de me challenger. Mais après, je sais que j'en ferai 2-3, mais en team parce que moi aussi, comme Milou, j'ai plus envie de me mettre la misère, j'ai plus envie. Mais il y a le côté aussi. On a plus grand chose à se prouver. Ouais, voilà, il y a ça. Et puis il y a le fait aussi que moi, je vous ai dit 2015, ça fait 7 ans. Enfin, ça va faire ma 8e année de compète. Et honnêtement, vous verrez quand vous aurez fait 8 ans de CrossFit. Bah là vous sélectionnerez, vous aurez, enfin je sais pas, hein. Je pense qu'il y a le cumul des deux, j'ai 40 pieds, ça fait 8 ans que je fais de la compète, bah au bout d'un moment c'est vrai qu'on n'a plus forcément envie d'avoir cette rigueur, cette pression et cette intensité de l'indiv. Mais voilà, en tout cas c'est juste un partage d'expérience et un encouragement par rapport aux bienfaits de l'indiv, mais si vous faites toute votre vie de la team, je vous cracherai jamais à la gueule, je vous dirai pas que vous êtes une grosse merde et que je vous veux plus dans ma preuve. Tant qu'on paye des bières, tu diras rien. Au-delà de ça, la formation et tous autant que vous êtes, et c'est bien. On voit plus que la pratique du CrossFit aussi, ça tourne autour d'un mindset, d'un lifestyle et d'une certaine discipline. En fait, pourquoi est-ce que vous faites juste une programmation ou de l'entraînement pour amener à de la compète? En fait, autant les uns que les autres, vous êtes disciplinés de venir à l'entraînement justement pour évoluer au moins personnellement sur votre fitness. C'est juste ça aussi déjà, d'être en meilleure santé, de dire que vous pouvez mieux bouger sur les mouvements au poids du corps, mieux déplacer des charges externes. De base, c'est aussi ça, l'essence du CrossFit, c'est une méthodologie de santé
et où vous pouvez vous améliorer juste personnellement. Et parfois, vous n'avez pas forcément besoin d'une compétition pour vous tester là-dessus. Et même du coup, c'est pour ça que nous, on tient quand même à avoir de l'indiv sur notre programmation, parce que c'est ça en fait qui va être révélateur de votre évolution sur fitness. C'est aussi l'addition des bonnes individualités dans une équipe qui vont faire que ça va s'améliorer. Alors bien sûr, je rejoins Benoît où il faut en faire un petit peu, parce que si on ne s'est jamais synchronisé sur les chests ou des toast to bar dans une compète, qu'on se retrouve avec des gabarits totalement différents. Une fois, j'essaie de faire des toast to bar avec Steve. Voilà, il y a double patte et patte tachon, tu vois, donc on peut pas trop. On peut difficilement être synchro sur certains mouvements. Tout le monde me dit t'es trop lent sur les toast to bar, donc bien sûr, ça il faut s'y entraîner. Et après, voilà, on essaie de prioriser un petit peu, comme dit Tom, quand tu commences à avancer justement dans ces disciplines-là. Quelles sont les plus grosses échéances pour toi? Qu'est-ce que tu veux prioriser dans l'année? Pour vous, c'est quoi la plus grosse échéance d'un crossfitter dans l'année? Et les Open. Les Open. Enfin, de notre point de vue, c'est l'Open. En fait, parce que c'est le. Voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut prioriser aussi. Le meilleur test fitness. Il y a des compétitions qui ont des très bonnes programmations, qui sont des très bons tests. C'est pour ça qu'on vous pousse à faire les qualifs à chaque fois des French, notamment Clément qui fait que de l'équipe, mais là sur les French on nous pousse, et Victor d'ailleurs aussi, à faire de l'indiv sur les French parce que ce sont de très bons tests, les routes de qualif. Et ben les Open, pour nous, ce sont les meilleurs tests fitness, ça teste vraiment votre condition physique, donc forcément pour nous c'est le meilleur test à faire. Et c'est ce qui est révélateur en fait de notre fitness, donc c'est pour ça que nous, dans la programmation, notre credo c'est aussi de se préparer au meilleur test qui va arriver. Et on essaie justement de ne pas sortir de la méthodologie de base en fait, où on respecte le process le plus possible. On essaie d'avoir justement des variances sur les domaines de temps, sur les modalités, sur justement les différents types de stimuli et d'efforts qui vont être demandés pour que vous ayez vraiment une progression qui va être optimale et justement la plus équilibrée possible, on va dire. Parce qu'en plus, si vous priorisez et qu'il y en a qui commencent à dire bah moi, ma grosse échéance cette année, c'est les BodyFit, ou c'est, je sais pas moi, les Bergerac, et qui disent derrière, ah bah non, je fais de la compète, mais l'Open, je le fais pas, par contre. Nous, on trouve que c'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence en fait là-dedans. Vous voulez vous tester face à d'autres athlètes, voir où en est votre niveau, mais vous voulez pas vous tester en face. Je dis pas ça pour vous. Dans sa catégorie d'âge. On insiste. On veut que le tableau il soit rempli. Allez-y, inscrivez vos Open et peu importe votre niveau, parce que c'est ce qui va vous montrer justement votre niveau et votre évolution. Et il y en a plein justement, juste pour se dire qu'ils veulent pas voir leur niveau en face, ou qui ont peur justement d'être confrontés à leurs points faibles, qui disent non mais je m'inscris pas, qui se trouvent l'excuse, bon ouais, c'est 20 balles, c'est chaud, alors que d'aller au BodyFit, c'est que 400 balles. Mais, 600 cette année. Ouais, voilà. Donc, ouais, mais oui, il l'a dit, les Jean-Michel, on en a tous. Voilà, c'est même pas le côté d'être un Jean-Michel, mais c'est plus pour répondre à l'approche qu'avait Benoît et même à votre demande à tous, et je suis sûr qu'il a raison là-dessus, où vous aimeriez bien faire de plus en plus de teams. D'ailleurs, on revient aussi à l'époque de Romsey, où de toute façon, la team, on n'avait pas le choix d'en faire. Parce qu'il n'y avait pas 12 échos, il n'y avait pas 12 rameurs, il n'y avait pas 6 skis et il n'y avait pas 6 bikers, et on était obligé de faire de la team presque à toutes les séances. Et c'est aussi ce qui a amené un petit peu cette mentalité dans la boxe Rupella à aller aussi beaucoup vers des compétitions en équipe. Peut-être aussi. Mais après, moi je paye pas 20 € pour faire les Open, j'ai payé 150 balles de ma part pour faire les buddies, et je dénigre pas du tout les Open, tu vois par exemple. Tout le monde n'a peut-être pas le même. Je suis pas. J'ai pas peur de me faire mal. T'as plus rien à tester. Ouais, bah après je régresse comme tout le monde. Hein. Il y a des phases où je régresse, il y a des phases où je. Et il y a une année où on t'a un peu poussé pour le faire, et au final t'avais pas la même intensité en étant inscrite que sans être inscrite. Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même une différence quand tu t'inscris ou quand tu t'inscris pas. C'est pas le fait de dénigrer, de ne pas s'inscrire. On va mettre Nico parce que Nico est inscrit. Et juste pour revenir sur la team par rapport à ce que disait Ben, pour moi la team, il y a deux manières de faire de la team. Il y a la team, comme disait Baba, où pour une raison de matos, parce que souvent quand on programme de la team, c'est sur les skiers, sur les bikers, parce que le matos l'impose. Il y a des fois j'essaye de mettre de la team vraiment pour un principe de team, un peu en mode compète, mais pour moi la team, pour ceux qui aiment vraiment faire de la compète en team, qui se projettent et qui ont leur teammate vraiment à eux,
Pour moi, il y a vraiment deux visions pour voir le truc. Il y a de woder en team avec un pote. Par exemple, moi, j'ai pas du tout de team attitré. Quand je veux faire de la team, personne ne veut se mettre avec moi. Et donc, du coup, je sais vraiment faire de la team pour faire de la team. Il va finir mal, mon copain. Mais après, je vois qu'il y a des teams qui sont vraiment en train de se créer, qui ont déjà fait des compétitions ensemble. Et donc, en fait, pour moi, il y a WOD en team et on partage un WOD, on va partager des reps, c'est vraiment histoire de mettre de l'intensité entre nous. Et il y a le côté team que toi dont tu parles, Benoît, où là vraiment il y a un travail de stratégie, de synchronisation, et là où il va falloir se connaître. Et là, faut pas hésiter à nous faire des retours par rapport à ça et nous en demander, surtout à l'approche des compétitions, où là par exemple, le samedi, moi je serais plus enclin, j'aurais du mal à changer la programmation actuelle parce que comme l'a dit Baba, en fait une team c'est une somme d'individualité. Donc pour moi toute la semaine, il faut qu'on taffe sur nos points faibles surtout, sur nos points forts, qu'on se mette la race sur les Metcon et tous les blocs qu'on vous propose pour que mon individualité elle progresse et qu'elle soit mise au service de la team. Par contre ce qui va faire la différence entre deux teams qui ont des très bonnes individualités, c'est leur manière de bouger ensemble. Et là par contre je pense qu'en effet s'il y a des teams qui nous disent bah voilà nous ça fait déjà 2-3 compètes qu'on est ensemble, je sais que Clem, Max, Julie sont souvent ensemble, il y a Laura avec Mika etc qui sont souvent ensemble. Je vois qu'il y a des teams qui sont en train de se former à être régulières. Faut pas hésiter à nous dire voilà sur les compétiteurs par exemple, ce serait beaucoup plus facile pour nous de mettre en place des vrais WOD teams avec de la synchro, de la stratégie, des trucs comme ça, où justement on pourrait le travailler et vous nous dites bah voilà on a une échéance dans 1 mois et demi, on a 6 semaines pour bosser ça. Et là, par exemple, le Metcon du jour, on le dérive, et en fait, le compétiteur du samedi, il devient un gros team WOD où en fait tout le monde va avoir un WOD dérivé, mais en fait, on est tous. De toute façon, ce sera un peu le message du jour, mais en fait, on a cette chance d'avoir cette communauté Hydra. En parlant de ceux qui font d'autres prog. Viens apprendre ta branlée. On a la chance d'avoir cette communauté Hydra qui est forte, qui est puissante et qui est bienveillante. C'est vraiment le mot que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui. Et donc du coup, en fait, si on a qui ont besoin de travailler en team, en fait, on va tous travailler avec eux pour qu'ils se sentent forts en team et faire en sorte. On sait très bien que s'ils vont nous sortir un podium, en fait, c'est tout Hydra qui va être fier d'eux et qui va en ressortir grandi. Donc du coup, faut pas hésiter à venir nous le dire et on transformera les WOD. Ce sera de la team de 2, de la team de 3, de la team de 4, on s'en fout, mais ça, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Nous, c'est la team de programmation, ils le font déjà en soi. La team de 4, 2023, il y a une proposition d'un format indiv. Et dans les coaching tips, en fait, le team format. Éventuellement, ça c'est faisable. Du coup, c'est cool d'avoir soulevé ça. Moi, je suis d'accord avec vous que, par exemple, sur ce créneau-ci de l'année, décembre, janvier, février, forcément, on a les Open en tête, donc là, on va être beaucoup sur de l'indiv. Peut-être après, du coup, quand les qualifs commencent à sortir, on sait que maintenant, mois de mars, avril, c'est souvent les qualifs pour les compètes de l'été. Peut-être, du coup, effectivement, un jour dans la semaine ou via les coaching tips, faire rentrer ça. Parce que je suis complètement d'accord avec toi sur l'indiv, Tom, et vous avez raison, et l'intervention de Milou aussi. Mais effectivement, je le vois et puis je l'entends quand on s'entraîne dans la salle. Ça, Laura, elle m'en parle souvent. Elle met pas la même intensité dans ses workouts quand elle n'a pas de partenaire d'entraînement. Donc là, ça marche bien avec Mika. On sait que par exemple Julie avec Clem ça marche fort aussi quand ils peuvent s'entraîner ensemble. On a des partenaires qui sont à un niveau au-dessus de nous. Pour les plus faibles, c'est vrai que nous ça nous pousse en fait. On sait que on est là pour la team, il faut pas qu'on lâche quoi. Donc c'est vrai qu'en indiv on va peut-être pas avoir forcément cette mentalité vraiment que là je sais que oui quand je suis avec les garçons je réfléchis pas, je serre les dents et je suis quoi. Et ça me permet d'être vraiment de me surpasser au plus. C'est ce que je voulais revenir tout à l'heure, c'est qu'en fait ça dépend vraiment des personnes. Des personnes qui ont des caractères de ton niveau dans l'équipe et qui sont exigeants envers eux-mêmes et du coup l'indiv c'est beaucoup plus formateur. Moi je parle de mon cas mais je rejoins Roxane qui a eu les mots justes tout à l'heure et Julie. Je me mets 10 fois plus la race quand je suis en équipe parce que je me dis il faut que je lui en fasse le plus possible. Tu le fais pas pour toi, tu le fais au moins pour l'autre. En fait je veux tellement le mettre bien que je vais en faire plus pour que justement ce soit plus simple. Et que si je suis tout seul, si je prends ma récup c'est pour moi, tant pis, je me mets des bâtons dans les roues. Exactement. Mais quand je dépends de quelqu'un, je vais m'envoyer 2 fois plus parce que je veux pas le retarder, parce que je veux pas traîner, je veux pas qu'à la fin du vote, merde c'est moi qui ai merdé parce que j'ai pas fait assez de sous-bar, etc. Quoi. Oui. Et du coup, pour rebondir là-dessus, l'idée pour pas non plus changer les Metcon, pour pas non plus changer les Metcon class, je pense que l'idée du coaching tips et ça permet via des messages de se dire tiens vendredi ou samedi ou lundi on peut changer le Metcon du jour en team.
ça te dit qu'on essaie de se booker sur le même créneau, comme ça on se le... Voilà, si on a des teams fixes et qu'on sait que tiens, et pour les West Coast on va être à 3, pour les Bergerac on va être à 2, ça, tu vois, de réfléchir un peu plus aussi, ok, quels sont l'objectif de nos athlètes, c'est de la team, ok, faut qu'on bien sûr somme d'individualité, mais il faut aussi qu'on ait un moment peut-être dans la semaine ou toutes les 2 semaines où on les prépare à travailler en team. C'est devenu quelque chose d'hyper spécialisé. Mais en fait, c'est là où je rejoins aussi Thomas, c'est que les WOD individuels qu'on vous met à la semaine, c'est de l'entraînement en fait. Tout l'entraînement de la semaine, que ce soit les skills ou le metcon, c'est pour vous faire progresser. Les WOD en team, ça va être pour bosser justement la synchro. Donc effectivement, les samedis s'y portent très très bien, ou même nous à faire une version indiv, une version team, à voir ce qu'on décidera avec les gars. Mais ça sera juste pour bosser les techniques de synchro. Synchro pull-up, synchro machin, synchro snatch, etc. Mais ça sera plus du travail technique. Ces WOD-là, vous ne progresserez moins que si vous l'aurez fait en indiv. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Nous, le but c'est que vous progressiez. Et après, effectivement, de temps en temps, on se fait des petits travails techniques pour qu'on soit bien synchro, mais qu'au final, ce que vous avez fait en indiv et votre progression d'indiv, vous puissiez la mettre en place sur cette synchro. Au lieu de tenir 20 en synchro, vous pourrez tenir 25 ou 26 parce qu'en indiv, vous aurez tenu plus longtemps cette barre, etc. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, c'est à intégrer, justement, il faut aussi qu'on travaille cette synchronicité, bien sûr. Et puis ce qui ressent aussi des échanges, c'est on a quand même, enfin là je vois dans les échanges, on a quand même beaucoup de gens qui confirment que sur de la team, ils mettent presque plus d'intensité que sur de l'indiv, donc il y a peut-être un truc à creuser aussi là-dessus de notre côté, tu vois. Je pense quand même que sur le long terme, t'entraîner en indiv, ça te permet de progresser en team plus que l'inverse. C'est un peu ce qu'on dit. Complètement. Ça reste une team, ça reste des individualités. Pas forcément trop, mais comme disait Max, ça dépend du rôle que tu as. Parce que j'avoue que moi, c'est pareil, la team, j'ai rarement le rôle où je suis derrière en train de cravacher, en train de me dire putain, je le ralentis et tout. J'ai rarement eu ce rôle-là, donc c'est pour ça que la team me branche moins. Mais c'est vrai que j'entends quand Julie dit, je suis obligé de serrer les dents parce que. Et encore, la dernière fois, c'est plus Clément qui a serré les dents. Mais c'était la première fois. Mais j'entends ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est marrant. C'est trop cool, par contre, quand tu vas l'autre sens. Mais j'entends ce côté-là, en effet. Mais ce qui est difficile, c'est que je sais que souvent quand on fait du team mode, moi je le prends, c'est vraiment pas, ça va dépendre sur quel secteur et tout, mais dans la grande majorité des cas, depuis 8 ans que je m'entraîne, quand j'ai fait du team mode, moi j'ai toujours pris ça en mode, bon, ça va être un truc plutôt cool pour moi. Tu vois, je sais que c'est l'autre qui va pas développer, je sais que l'autre va prendre cher. Oui, en effet, mais c'est pour ça, mais là j'entends bien votre discours et je vois bien l'autre côté. Mais il faut vous dire que si vous bénéficiez de l'autre qui speed, c'est que l'autre, par contre, faut se poser la question aussi, est-ce que lui, il est à sa bonne place aussi. C'est pour ça que c'est vraiment une question de rôle, de mentalité. Mais par contre, j'entends vraiment ce que vous dites et ça peut être intéressant justement de trouver son bon teammate et d'arriver à se... et encore, moi maintenant, je me complais aussi dans ce rôle parce que je sais que je vais être motivant pour l'autre. Moi, j'ai pas tous les jours envie de me mettre une grosse race, donc ça me va très bien si on fait un team et que l'autre il me laisse plus de récup que lui il en a. Enfin voilà, encore une fois, tout le monde trouve. Non, mais finalement, si moi ça me va de mettre moins d'intensité et que l'autre il est content parce qu'il en peut plus, mais par contre c'est ce dont il a besoin, c'est cool en fait, tout le monde y trouve son. Dans les compétitions, on parle vraiment de faire des teams pour des compétitions, donc dans ce cas-là, c'est des teams où vous allez. Enfin, je parle par exemple, Mathieu et moi, on roule tout le temps ensemble et on fait des compétitions ensemble et on se connaît du coup très bien forcément maintenant. Et il y a un côté aussi satisfaisant de savoir on a chacun nos forces, on n'est pas fort au même endroit et du coup d'aller un peu à la rescousse de l'autre parce que voilà, Mathieu est très bon en gym par rapport à moi, je suis meilleur en barbell cycling parce que les charges femmes sont plus faciles pour moi que les charges hommes pour lui et donc s'il y a un WOD gym barbell cycling, boum, moi je vais prendre le barbell cycling, il va prendre un gym et en fait il y a ce côté stratégie mais là qui marche que si vous devez régulièrement avec le même teammate du coup. Oui, c'est mais pour ça c'est hyper intéressant et c'est hyper pour moi, cool c'est un de autre se dire crossfit, on est complet et on a un côté un peu on se sent invincible parce qu'on a d'autres teams à côté qui sont super forts, super machin, mais qui n'avaient pas juste la bonne stratégie et on sort avant eux juste parce que nous on se connaît bien et qu'on n'est pas sont pas suffisamment complémentaires par rapport à vous. Et mais là, ça dépend de la programmation de la compétition encore une fois. Oui, mais c'est là l'intérêt justement de faire des sessions d'entraînement justement spécial team. Alors je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait que 5 jours par semaine s'entraîner en indiv, c'est très bien et un jour de team, pour moi c'est suffisant parce qu'effectivement
l'entraînement individuel est très très important aussi. Mais je pense que les créneaux Et team, je sais pas si vous avez remarqué, mais. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, ouais. Là, en fait, avant, j'en calais beaucoup le week-end et là, j'en mets de plus en plus. On va le faire en team. On a déjà entendu, on a déjà eu des retours sur le fait qu'il n'y ait pas assez de teams, donc on a essayé d'en mettre de plus en plus. Alors que de base, c'était ce qu'on proposait beaucoup au tout début. Après, rien n'empêche de prendre un rodin de la prog et d'aller en team. Nous, on fait ça, des fois, j'ai pas envie Et on vous invite à le faire si ça vous fait plaisir. Si vraiment vous avez envie de le faire en team, si vous voyez votre 21-15-9 pull-up thruster, faites-le en synchro. Non, ou on multiplie par Multiplié par 2. Après, la sensation sera pas la même, que tu multiplies par 2 par exemple et que tu fasses de la répartition ou que tu fasses de la synchro. Oui, mais après sur un ou deux hauts, une fois de temps en temps, parce que j'ai la flemme de m'entraîner, je veux dire, entre pas m'entraîner du tout parce que j'ai la flemme ou motiver Mathieu pour qu'on fasse un truc à Oui, bien sûr, il vaut mieux faire que de rien faire du tout. Mais là, c'est le bon exemple, en plus que Maxi donne. Fais un Fran synchro ou un Fran x2 que tu répartis. C'est pareil quoi, tu vas pas fâcher pareil. Et puis, ça va être aussi l'occasion de rebondir sur comment vous abordez aussi votre training. Parce que c'est plus facile de se mettre dedans quand vous avez le teammate à côté ou vous dites que vous pouvez pas rester vous reposer sur vos lauriers parce que sinon vous pénalisez quelqu'un. Alors que vous, dans votre performance individuelle, vous dites par exemple si c'est un point faible ou si c'est un workout que vous n'avez pas trop envie de faire, vous n'allez pas vous forcer à aller dedans. Ou alors des fois vous allez trop rester sur la retenue en vous disant que à tel endroit ou tel endroit, vous allez peut-être exploser ou péter ou avoir justement un point faible où il va falloir que vous alliez un peu plus pacer. Alors qu'à l'entraînement, on n'est pas à la compétition. Des fois, on a plus cette obsession. Ça, c'est intéressant ce que tu avais fait comme séminaire, je pense, à Michel, du coup. Mais il y avait l'obsession de la performance ou du résultat. Et en fait, on est trop intéressé par le time qu'on va faire ou le nombre de tours qu'on va faire, alors que de se fixer l'objectif parfois dans un workout de peut-être faire sa série unbroken sur un point faible, ou de se forcer peut-être à aller péter sur celui-là et à faire une contre-perf, mais à se dire ok, là j'ai fait plus de toast to bar que ce que j'aurais fait au premier round. Par exemple, Je rebondis sur ce que vient de dire Baba. Le WOD en Partition Anyway cette semaine, qui s'est mis en difficulté sur ses points faibles? Qui s'est dit aujourd'hui, moi, je vais aller chercher 5-6 RMU unbroken? Par exemple, il y en a plein qui se disent, si moi je prends mon profil, je suis une brêle en gym, d'accord? J'aurais très bien pu gratter un max de KB swing et me dire de toute façon, un RMU c'est égal à un KB swing. Donc en fait, j'aurais pu gratter plein de reps, mais est-ce qu'au final, il vaut mieux pas aller chercher des séries de ring muscle up unbroken ou de handstand push-up unbroken, là où je suis pas bon et où ça va me mettre en difficulté, plutôt que de me flatter à me dire j'ai fait plus de reps, mais du coup, est-ce que j'ai vraiment progressé sur mes points faibles? Et c'est qu'on a eu beaucoup qui ont abordé cet dans mon entraînement. individuel. C'était quand? C'était mercredi. Mercredi, il y en a beaucoup qui l'ont abordé en mode facile, je vais faire la HSP KB swing, je fais là, et puis après je me démerde sur mes MU pour essayer de gratter un peu. Mais personne s'est dit ok, ring muscle, j'arrive pas à les enchaîner. Vas-y, je vais me forcer aujourd'hui à en faire 4 d'affilée. Je me force. Mais ça, je trouve que c'est facile quand tu t'entraînes vraiment tout seul. Nous, on s'entraîne souvent tout seul sans personne autour. Régulièrement, on est tout seul dans notre salle, où Roxane n'est pas là, où je suis pas là. Et je trouve que c'est plus facile du coup, dans ce cadre-là, d'aller chercher les sleds en difficulté, que quand tu t'entraînes avec 10 potes ou... Parce qu'il n'y a Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'ego qui rentre en jeu. Des gens qui passent devant, je vais vouloir aller chercher. Parce qu'il n'y a pas l'ego qui rentre en jeu, parce que justement, on n'aborde pas. T'abordes l'entraînement pour te dire, il faut que je m'améliore, et pas il faut que je finisse devant lui. Par contre, ça permet de se mettre plus dans le mal et d'avoir plus d'intensité. L'ego, c'est un sujet entier. Hein. C'est là où tu peux le mettre sur ton tableau, ego. Ou vous le faites pour vous, pas pour les autres. Et tu mettras un coup de balle en fait. Bien sûr. On a tous envie de s'entraîner, même si c'est bienveillant en soi et que c'est le côté émulation, on le fait jamais dans le sens à se dire je vais l'écraser lui. Si tu te dis que tu vas l'écraser lui, va au game, c'est écraser Médéron. En fait, tu seras juste le plus fort de ton jardin. T'as rien à prouver à qui que ce soit sur l'entraînement du jour. On n'a rien à prouver à qui que ce soit sur l'entraînement du jour. Par contre, ce que tu as à prouver, c'est quand tu vas aller en compète, quand tu vas aller au French, quand tu vas aller au West Coast. C'est là où il dit ok, j'ai bossé fort, maintenant je vais montrer de quoi je suis capable. Parce que je me suis entraîné toute l'année pour ça. Je trouve que c'est dur de favoriser l'intelligence dans l'entraînement plutôt que d'aller favoriser le premier score. Ça dépend où tu veux aller. Ça dépend où tu veux aller. Si je reprends l'exemple des muscle-up, est-ce que tu veux aller sur du 5, 6, 7 RMU unbroken en série un jour dans un WOS? Ou est-ce que tu veux toujours te complaire à ton 3-4 que tu maîtrises facilement? Je sais pas, il y a un truc qui marche très bien, moi je ne maîtrise pas sur le me fixer un
Je sais qu'il va me dire carrément non, j'en parle de ses couilles, je suis nul et je vais me dire il y a des séries qui je vais essayer de tout faire en broken. C'est nickel. C'est ce qu'on se disait justement, privilégier la tâche qui va nous permettre de progresser plutôt que de se dire ça je vais le faire plutôt en telle série parce que je sais que je suis capable et ça ne me mettra pas dans le mal, ça ne me mettra pas dans le bon. Celui d'hier il était top pour ça par exemple, le 9-15-21 où il est encore plus traître, où vous n'avez pas le gros volume au départ et le petit à la fin, et de se dire est-ce que je me fais vraiment les 9 et les 15, vraiment pour moi le plus difficile c'est les toast to bar, où je fais les 9 et 15 unbroken, et est-ce que ça va pas me mettre dans le mal pour après, ou est-ce que je me dis je vais assurer le coup pour essayer de scorer et pas être le dernier du leaderboard et me dire je vais faire la 9 unbroken, je vais couper la 15 pour pas me saturer et puis la 21 je vais la faire en 3 fois. Non, par unbroken et puis au pire tu pètes quoi. C'est vrai que j'en reviens sur mes expériences indiv, par exemple, moi qui n'ai pas eu le choix d'avoir toutes ces expériences indiv, je sais qu'il y a eu souvent mes metcons, je les abordais en me disant en compète comment je ferais. Donc en fait du coup moi ça me permet de m'isoler. Alors c'est pareil, ce que disait Max, j'ai souvent été abordé par des coachs me disant putain mais rejoins ma prog et tout, quand ils savaient que je me prograis tout seul, je m'entraînais tout seul, je faisais le metcon avec les gars, ensuite il me restait un quart d'heure avant d'aller faire mon cours de RPM pour faire quelques snatchs et tout, je m'entraînais vraiment à l'arrache et pourtant j'ai été chercher des grosses sessions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui m'ont souvent dit mais comment tu fais pour te programmer tout seul et t'entraîner tout seul? Parce que du coup moi je m'entraînais entre deux cours, j'avais et ma salle de fitness et ma box de crossfit et tout. Mais aujourd'hui je me rends compte, maintenant que il y a le groupe Hydra, etc., je me rends compte que même avec mon expérience, mon vécu, etc., je me laisse souvent absorber par le groupe et je sors un peu, je me laisse porter par le groupe. Des fois j'ai pas envie que les petits jeunes ils me collent au cul, donc je vais me relancer et tout et aller chercher la rap de trou, le truc, voilà. Mais j'avoue qu'avant je me mettais beaucoup en mode compétition, c'est-à-dire j'étais tout seul, j'étais face à moi-même à l'entraînement. Et j'abordais mon metcon en me disant en compète comment je ferais, parce qu'en compète j'ai pas le droit à l'erreur, je peux pas aller chercher. En fait pour moi la compétition on est tout le temps dans cette zone prise de risque et gestion de l'effort en fait, on est toujours sur ce bord de falaise où je suis obligé de prendre un risque parce que le mec, je sais pas si vous avez vu les WOD à Paoudza, mais les WOD ont été vraiment construits que là-dedans, et si vous regardez Krenikov et Ricky Garard, en fait tout le long de la compétition les mecs ils ont été tout le temps à aller chercher la prise de risque. Le temps de transition, 1 seconde plus court que l'autre. La rep, 1 seconde de plus que l'autre. La série unbroken de plus que l'autre. Et à la fin, ça se joue à rien du tout, c'est un truc de baiser. Si vous regardez plus spécifiquement le double splash avec les wall balls, la natation et les DU, il est incroyable en termes de gestion d'effort, d'aller gratter, d'aller vite reprendre sa corde, reprendre le med ball vraiment à une demi-seconde de plus que l'autre, et ça se joue, l'autre se joue sur un DU. Et on voit bien que en fait, les mecs, tout le long des metcons, ils se passent devant, ils se passent devant, ils se regardent, certes ils se regardent parce que là on en est à un tel niveau qu'ils sont obligés, mais ils sont focalisés. Enfin, à aucun moment il y en a un qui pète les plombs parce que l'autre il est passé devant au dernier moment. Il n'y a pas de carton rouge là. Ils ont pas arrêté, enfin, c'était vraiment impressionnant. Mais moi je sais que je me mets à l'entraînement, soit je vais être dans la prise de risque totale en me disant, comme on l'a dit, je suis mauvais en cycling, donc c'est pas grave, je vais pas aller chercher un score, je suis à l'entraînement, je suis pas en compète. Donc là je suis pas en train de faire une stratégie sur mon entraînement pour aller chercher un leaderboard sur Strivy. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles et j'aimerais que ce soit un peu le cas de tout le monde. Je suis à l'entraînement, je suis pas en compète. En fait, être le meilleur sur Strivy, qu'est-ce que ça va m'apporter? En fait, que dalle. Moi, ce que je veux un jour, c'est, moi, je parle de moi, c'était faire un podium au French, c'est faire un top 200 monde aux Open. C'est, dans ce cas-là, mes objectifs. Dans ce cas-là, le leaderboard peut disparaître alors dans la prod. Alors non, on va en reparler. On va en reparler de l'intérêt du leaderboard. Mais moi en fait, j'en ai beaucoup parlé avec les gars parce que, et puis on va pas se mentir, ça a été un thème de Discord, ça a été un thème problématique et tout, donc j'aimerais qu'on l'aborde un petit peu là parce que le temps passe. Ouais, mais les no-reps sont pas là, donc. Mais justement, on va en parler. Mais le leaderboard, j'avoue que pour moi, c'est pas. Je préférais largement quand je m'entraînais tout seul et sans leaderboard. Parce que j'avoue que j'étais centré sur ma propre performance. Et j'ai beau essayer d'avoir un bon mindset, j'ai beau avoir un gros vécu, j'ai beau avoir une grosse expérience,
et ben moi-même je me fais absorber par le groupe et par le leaderboard. C'est humain en fait. Je pense qu'on a beau parler d'ego, on en a tous un, qu'il soit démesuré ou qu'il soit tout petit, on en a tous un. Et en fait, on peut pas faire autrement que de le laisser parler. C'est impossible. Pour moi, on a beau avoir tous les meilleurs discours du monde, c'est vraiment que vous soyez bouddhiste au fin fond de J'ai essayé. On fait une activité sportive pour ça. Donc malheureusement, il faut. Alors, soit en fait vous éteignez Strivy et si vous considérez vraiment, moi il y a deux trois fois où je me suis dit bah je vais essayer de le faire, mais je trouve que c'est aussi un travail enrichissant sur moi et sur ma personne et sur mon ego, de me dire bah non, je me détache aujourd'hui, je suis à l'entraînement, je suis pas en compétition, donc je vais me focaliser sur ma performance et pas mon résultat. Et moi ma performance aujourd'hui, je suis mauvais en cycling, et ben je vais essayer de me mettre la misère au cycling. Donc je sais que j'aurai un résultat qui sera pas bon, qui sera moins bon que les autres et qui sera pas à la hauteur de ce que je vaux. Mais je suis pas en compétition, je suis à l'entraînement. Et donc c'est maintenant qu'il faut que je me mette dans le dur, que j'aille me challenger sur des zones rouges que je ne connais pas, que j'aille chercher le ring muscle up de plus, alors que normalement je sais qu'il me ferait péter. Et moi je sais que dans mon expérience aussi, dans mon vécu, je sais que j'ai réussi à me débloquer dans ma propre connaissance de moi-même, parce que pour moi le crossfit c'est vraiment ça qui va faire aussi au bout d'un moment la différence entre vous et un autre athlète. Avec les mêmes qualités physiques, c'est sa propre connaissance de soi. Et c'est aussi après au niveau du cerveau d'arriver à Et la gestion de la douleur aussi. Mais c'est voilà, la gestion de la douleur, la connaissance de soi, et c'est d'aller chercher, bah en fait, moi j'en ai parlé un peu avec des gars où je leur ai dit un peu comment j'avais vu mon évolution personnelle de ma vision de l'entraînement et de moi-même. Et au tout début, comme tout le monde, je partais comme une fusée, j'explosais en plein vol et on a tous passé par là. Dans un second temps, j'ai commencé à arrêter d'exploser et à commencer à gérer mes WOD. Et là, je me suis dit, putain, c'est cool. Et là, j'ai eu une phase où je me suis mis à trop gérer mes WOD. C'est-à-dire que j'ai raté des podiums, j'ai raté des choses à la con, parce qu'en fait je me suis senti trop beau, je me suis dit ah non, d'habitude je pète à ce niveau-là, je vais prendre un peu de temps et tout, alors que j'avais 10 fois les capacités de tout faire en local, et je ne l'ai pas fait. Et en fait je suis resté longtemps dans ce truc-là. Et en fait pour me sortir de cette trop de gestion, bah, il a fallu qu'à l'entraînement, je vise plutôt la performance que le résultat, et donc j'aille me challenger dans des zones rouges et me prouver à moi-même que en fait si ring muscle up, bah maintenant c'est bidon en fait, que je sois fatigué pas fatigué, ma limite elle est à 8 ou 10 et je suis capable de faire les 8 ou 10 quelles que soient les ça prend du temps, circonstances. Ça prend du Pareil temps. pour les chest to bar, ça prend du temps. Mais ça prend du en temps, fait, pour y arriver, c'est là que je veux revenir à mes entraînements seuls et au leaderboard, etc. C'est que moi pour arriver à ça, j'étais focus sur ma performance et pas sur mon résultat. J'étais focus sur ce que j'étais en train de faire dans l'instant. Alors j'avais la chance, pour moi c'est une chance, de ne pas avoir Strivy et de ne pas avoir de gens qui s'entraînent autour de moi et de ne pas suivre une prog. Donc en fait j'étais focus sur moi et ma performance. Et en fait moi ça m'a permis de passer un cap, de me dire bah voilà à l'entraînement je vais voir jusqu'où je suis capable de tenir mes chest to bar en état de fatigue. Donc je sortais de mon éco-bike, je sais que j'avais le cardio à bloc et là je prenais un baba et je me suis dit là je pars sur mes chests et je vais voir jusqu'où je pète et je sais que si c'est 10-12 bah, je saurai qu'en compétition c'est ma limite. Et là j'y suis allé. Boum, jusqu'à temps de péter. Et je me suis dit au deuxième tour, je vais voir si je peux tenir 10-12 ou si là j'ai un delta de 3-4 reps que je vais perdre d'un tour sur l'autre. Et boum, je repartais. Et en fait, je suis dans l'auto-analyse constamment. Et à partir de là, bah là, je connaissais mes standards, je connaissais mes limites et je savais comment aborder une compétition. Et si vous regardez les athlètes de haut niveau, si Krinikov il a fait la finale avec 3 x 25 unbroken, c'est qu'il sait qu'il en est capable en chest to bar. C'est enfin pareil, regardez un petit peu les compétitions, essayez de vous mettre dans la peau des gars et dites-vous, bah putain, lui pour en arriver là, par quoi il est passé à l'entraînement, qu'est-ce qu'il a. Après, moi je sais pas si je suis si on est nombreux à faire ça, pas nombreux et tout, mais je sais que moi quand je m'entraîne, je suis tout le temps dans de l'auto-analyse, je m'entraîne pas pour m'entraîner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent reproché à beaucoup d'athlètes qui sont passés entre mes mains, c'est de faire pour faire. En fait, pour moi, si vous faites pour faire, vous n'y arriverez jamais. Et ça, moi je l'ai toujours pensé depuis que j'ai commencé mes études dans le sport. Et je me suis passionné de bodybuilding à une époque, je me suis passionné de force athlétique dans un second temps. Et j'ai eu des mecs en fait qui faisaient pour faire. Et en bodybuilding, on parle souvent de la relation cerveau-muscle. C'est-à-dire qu'entre faire une série de 10 en tirage vertical à la poulie et entre faire une série de 10 en essayant de sentir quel muscle travaille, bah, je peux vous dire que celui qui va essayer de sentir et comprendre pourquoi il le fait, et ben, voilà, il va avoir un gain de masse 2 fois plus important que l'autre. Et pourtant, ils ont fait la même quantité de travail à la même charge. Okay, donc c'est vraiment pour vous dire, quand vous faites du crossfit, c'est pas faire pour faire, c'est pas dire je me suis mis une grosse transpi. Je vous dis ça à vous parce que vous êtes des compétiteurs et vous faites ILRA et vous avez des objectifs. Donc faire pour moi, ça va vous faire progresser, mais ça va pas vous amener à ce que vous souhaitez. Si vous êtes dans l'auto-analyse, dans ce que vous faites, si vous êtes dans des objectifs de
vous entraîner dans un but de performance qui lui va vous amener un objectif de résultat, bah là je pense que vous irez chercher, vous irez dans en fait, cette zone rouge qu'on redoute, mais la zone rouge c'est pas forcément être dans le mal, c'est aller à la rupture sur des chest to bar en disant ok, maintenant je sais. Moi pendant longtemps, d'abord j'étais très très fort en haltéro et j'avais une gym qui était moyenne. Après, je suis passé à une gym qui a presque dépassé mon haltéro. C'est là où j'étais le meilleur dans les compétitions que j'ai fait. C'est quand j'ai élevé ma gym. Et en fait, pour élever cette gym-là, en fait, j'étais tout le temps en train de me challenger en me disant, ok, aujourd'hui, je sais que si chest to bar, je peux les tenir tout le monde d'un mètre con. Je sais que si je vais au-delà, je vais péter. Et ben en fait, je me suis entraîné jusqu'à temps que ce 6 il devienne 8. Et je me suis entraîné jusqu'à temps que ce 8 il devienne 10. Et en fait, je savais que ma zone de confort en chest to bar, dans n'importe quelle condition, c'était 10. Et que si c'était en début de WOD, je pouvais aller chercher une série de 15 ou 18. Et en fait, c'était voilà. Et en fait, moi, à chaque mouvement, je savais, et pareil pour le barbell, je savais que 45 en snatch, je pouvais aller cycler des grandes séries 10, même en état de fatigue. Par contre, je savais que si j'avais une barre à 60 kg en snatch, il fallait que je fasse du drop and go, parce qu'en cycling, je n'étais pas bon. Okay, et en fait, moi, je me suis décortiqué sur chaque mouvement comme ça. Handstand push-up, je savais que c'était mon gros point faible. Donc, je savais que si c'était mélangé avec peut-être mouvement, je ne pouvais pas dépasser tant de reps. Par contre, si j'avais pas de mouvement d'épaule avec des handstand push-up, je savais que je pouvais aller chercher tant de reps. Et en fait, pour moi, le crossfit, c'est le plus important et ce qui va faire la différence vraiment entre les athlètes, c'est la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, elle se fait par l'entraînement. Elle se fait. En fait, vous êtes les chercheurs de votre propre corps, en fait. Voilà. En fait, vous êtes des scientifiques de vous-même. Ouais. Vous êtes en train de vous rechercher, de vous tester, de vous dire. Et en fait, nous, ce qu'on vous donne, c'est juste des outils. C'est pas, on vous demande pas d'être le meilleur tous les jours. C'est impossible au CrossFit. Fraser, il a jamais gagné tous les events des games, Froning non plus, Krenikov non plus, Gara non plus, personne ne l'a jamais fait. Nous, tout ce qu'on vous met à disposition, c'est des outils. Donc nous, on est cerveau, on met en place tout un tas de trucs, on essaie de vous tester, vous faire passer à l'essoreuse toutes les semaines, pour faire en sorte que vous en ressortiez en vous disant, putain, ok, là ils m'ont testé là-dessus, ils m'ont eu ces bâtards. Mais par contre, la prochaine fois, je sais qu'ils m'ont fait péter à tel moment. Sinon, en fait, nous, c'est ça, c'est d'aller mettre le curseur en vous disant, vous avez vu, on vous a fait péter à ce moment-là. Là, mon gars, t'as un truc à aller travailler. Et donc là, à partir de là, la semaine d'après, vous vous dites, ok, ils m'ont fait péter là, et ben allez, je vais aller me chercher dans cette zone-là parce qu'ils m'ont montré que c'est là-dedans qu'il fallait que j'aille chercher. Par contre, là, je suis bon. Donc ça sert à rien que j'aille me conforter dans là où je suis bon. Alexandre Jolivet, il a du bon et du mauvais, mais moi, en fait, de le côtoyer, ça m'a apporté énormément, et je me retrouve aujourd'hui dans ce qu'il dit. C'est que lui, en fait, c'est pareil, lui, c'est encore bien au-dessus de moi. Je l'ai suivi pas mal, j'ai été coaché au Wodapalooza, Alex, donc ça a été hyper formateur. Et en fait, quand il se préparait, il me disait à l'époque où il s'entraînait au Louvre, il me disait, moi, ce que j'aime bien au Louvre, c'est qu'il y a un gros vivier d'athlètes. Il me dit, évidemment, il n'y a personne qui a mon niveau. Si je m'entraîne avec les gars, je me fais chier. Mais il dit, moi, ce que je prends, quand je me programme, parce que lui se programmait tout seul, il nous disait, quand je me programme un WOD cardio, je vais aller prendre le meilleur triathlète de la boxe et je vais lui dire, tu vas faire le WOD cardio avec moi. Et il y a de grandes chances qu'il se fasse battre. Mais là, au moins, il avait du challenge. Après, quand il faisait un WOD gym, il allait prendre le chat maigre, le ninja de la boxe, et il disait, bah, tiens, toi, tu vas t'entraîner avec moi aujourd'hui, tu vas faire le metcon avec moi, et on va voir. Et après, quand il faisait de l'haltéro, ou un WOD 13 haltéro, il allait chercher un bon haltérophile, et il allait se challenger. Et donc son but, Alex, même si des fois il aime bien s'imposer, mais en fait dans son entraînement il est hyper intelligent parce qu'il allait se challenger avec les meilleurs dans un domaine. Okay, parce que progression, en fait, on peut pas. Ouais. Et c'est pour ça que c'est vraiment, quand on parle vraiment de mindset et de comment s'approprier l'entraînement, comment s'approprier le crossfit, etc. C'est hyper personnel en fait. C'est vrai que c'est quelque chose de très individuel dans une communauté qui est extraordinaire. Et je pense que c'est pas évident en fait de trouver des mots pour vous décrire tout ça. Mais tout ça en tenant compte de la forme du jour et du moment, en fonction de nos vies professionnelles. Et comme on l'a dit, des objectifs. Tu pourras pas l'être tous les jours à 100%. J'ai pas la forme d'aujourd'hui. À l'époque où je travaillais dans l'ostriculture par exemple, quand tu passais toute ta journée à brasser du lourd le soir, désolé, avec le clean and jerk je pouvais que 130, je pouvais pas plus, faut m'excuser. C'est pour ça que c'est pour moi c'est un des plus, enfin c'est tout en même temps en fait le CrossFit, c'est aujourd'hui c'est sûr, c'est confirmé, affirmé, etc. C'est la meilleure méthode de fitness au monde, c'est-à-dire que c'est la seule vraie méthode aujourd'hui qui a fait ses preuves pour rendre les gens en meilleure santé, mais c'est aussi devenu un sport, parce qu'il faut aussi faire la différence entre les deux, et que nous, malheureusement, pour moi, on est
plus vraiment dans le fitness. Enfin, on est dedans, on est en plein dedans parce qu'il améliore notre santé. Mais nous, on va jouer avec les limites de la partie sportive parce qu'on met une telle intensité qu'on est à la limite de se blesser, d'affaiblir son système immunitaire et donc du coup de choper une grippe, de choper un Covid ou des trucs comme ça. On flirte avec tout ça. Donc en fait, moi je pense que sur ce petit continuum, parce que mine de rien, pour moi, c'est pour ceux qui se souviennent de leur fonda ou qu'on passait leur level 1, CrossFit considère qu'on est sur un continuum où là on est sur l'état de maladie, là on est sur un état de bien-être, et là on est sur un état de fitness, de santé. Pour moi aujourd'hui, ce continuum, je le continuerai juste d'un cran en plus, et là on est sur la partie performance, sport-performance. Et pour moi, nous on est là. C'est-à-dire que là, moi quand je parle de vraiment performance, c'est des athlètes professionnels qui font ça, qui se sont posés en disant moi, qu'est-ce que je veux du CrossFit ? En fait, je veux faire des résultats. Moi, ça a été ce que j'ai voulu faire à une période. J'en avais pas les moyens, j'ai pas tout posé à plat bien, j'en avais pas les moyens, ça m'a amené à des blessures. Mais pour moi, c'est des gens qui se disent aujourd'hui, je consacre, je prends un mi-temps où j'arrête de travailler, où mon job me permet de me consacrer à ça, de m'entraîner 2 fois par jour, de manger ce qu'on me dit de manger, de dormir quand je dois dormir, de me faire masser 3 fois par semaine, etc. Donc là, on est là-dedans. Pour moi, nous, on est par ici. J'y vais déjà 1 ou 2 fois. Mais du coup, il faut savoir ce qu'on a envie, en fait, ce qu'on veut, ce qu'on se projette, pourquoi on le fait. Il y en a qui vont me dire, j'ai envie de faire ça pour m'amuser. Mais pour m'amuser, pour moi, on a passé le côté santé et on est proche de la performance. Donc c'est s'amuser, mais il y a aussi un challenge derrière. Vous avez envie de vous dépasser à l'entraînement, vous avez envie d'aller chercher vos propres limites, etc. Donc en fait, il faut vraiment tout poser. Qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour y arriver, dans quelles conditions. Et à partir de là, vous verrez que déjà, ça posera beaucoup de choses dans votre tête. Moi, je sais que j'ai fait ça tardivement. Et pour arriver à ça, il a fallu que je me blesse. Je me blesse gravement, que je m'arrache un biceps, pour me dire qu'en fait, faut que je pose tout. Est-ce que j'ai les conditions pour faire du haut niveau? Non, je les avais pas, je bossais 60 heures semaine. Donc évidemment, je les avais pas. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais plutôt passer sur une partie plaisir que sur une partie performance. Tout en gardant un peu de performance aussi. Mais du coup, je me suis retiré une pression énorme. Il y a Benoît, il veut poser une question. Oui, non, mais moi je trouve hyper intéressant, ça ferait presque l'objet d'un séminaire entier, en fait, je suis parti un peu le mindset et c'est vrai, la façon d'aborder mentalement l'entraînement, dans un ordre, je peux dire. Et Julie, elle va travailler avec un préparateur, hein, ça va être intéressant de voir comment ce que ça va donner pour elle. Mais oui, ça ferait presque partie tout un... C'est vrai que la partie mindset, elle est vraiment importante, mais c'est vrai que moi je voulais... c'est hyper vaste en plus. Très vaste et ça mérite. Après, mais moi je voulais juste... On pourra faire venir Mathieu aussi, qui est hyper intéressant. Julien. Et Mathieu, je regardais Mathieu, mais Julien... C'est excellent. Et je voulais juste revenir du coup je reviens sur l'histoire de training en équipe pour basculer sur ce qui fait aussi la force d'Hydra. Enfin moi je le ressens depuis que j'étais chez PRVN à mon humble niveau et j'ai basculé avec vous en mars là après les Open. Ce qui fait la force, on parlait d'entraînement, compétition, etc. C'est quand même le groupe quoi. Franchement dans la boxe, Mathieu qui disait tout à l'heure et qui s'entraîne tout seul. Je pense que mine de rien, de voir les scores du leaderboard, à un moment donné, tu vois, voilà, je voulais revenir là-dessus, il ne faut pas arrêter le leaderboard. Une fois pour essayer aussi, mais de se dire que plutôt que de dire j'ai écrasé un tel, de se dire que celui qui est au-dessus, c'est lui qui va me permettre de me tirer vers le haut. Et encore une fois, comme dit Tom, où on est à l'entraînement et l'importance à la performance, c'est aussi de voir dans quel compartiment vous améliorez. Et ça vous permet, comme il disait tout à l'heure, d'aller chercher, c'est de confort, vous êtes à 10 chaises, de faire en sorte que ce volume-là il augmente à 12, puis à 15, puis arriver comme des mecs comme Krenikov où ils ont un volume d'aisance où ils sont à 25. Et de vous faire aussi confiance à l'entraînement. Moi je prends l'exemple, c'était top, et là c'est là où par contre un contenu ne remplacera jamais un coaching. C'est ça aussi qui est bien d'être dans la boxe et d'avoir les coachs qui font la formation. Vous pouvez toujours avoir un petit tips qui va faire que vous allez prendre un petit gap supplémentaire même sur un entraînement. C'est Juju l'autre jour. Il est venu me voir pour le 20.1 qu'on a fait avec le Grand to Overhead et le Burpees Over the Bar. Il me dit Baba, j'arriverai jamais à faire tout en snatch derrière et je suis sûr que je vais exploser. Est-ce que c'est pas mieux que je le fasse en clean and jerk? J'ai dit t'arrives bien en clean and jerk ou t'arrives bien en snatch? Il fait j'arrive bien en clean and jerk mais en snatch j'arrive pas. Je lui ai dit bosse en point faible.
fais-le en snatch, tu fais tes 8 snatch unbroken, et tu fais ça le plus longtemps possible, quitte à péter à pas terminer le workout, on s'en fout, mais tu verras bien ce que ça donne et tu verras où t'as pété. Juju, tu l'as terminé et t'as fait 8 snatch unbroken tout le long du workout. Donc du coup, il est venu me demander, et dans le sens où il est sorti de sa zone de confort, mais en fait il se connaissait pas, il se craignait même sur un mouvement, alors qu'en fait il était largement capable de faire 10 tours de 8 snatch unbroken. Donc en fait des fois vous vous bridez, alors que comme disait Tom, on est trop dans la gestion, alors que vous pourriez en fait avoir les capacités, mais largement au-delà de ce que... Il y a des mouvements qui peuvent rester impressionnants quand on a des points faibles sur le... Oui, mais encore une fois, regarde, tu dis impressionnant, en fait, la seule chose qui te freine, c'est ta peur en fait. T'as juste peur de ne pas réussir à tenir unbroken et t'as peur de ne pas finir le workout. Ou t'as peur de péter, faire un mauvais score et que les gens voient non, alors ça, je m'entends, c'est toujours un fan de leaderboard. Encore ça va te pénaliser. Vous, c'est qu'on n'ose pas prendre des risques de peur de péter, prendre une minute par rapport à tout le monde et que tout le monde nous tombe dessus en mode oh, bah t'as pas performé et tout, etc. Ouais. Alors que l'objectif c'est à l'entraînement et on disait tout à l'heure, revenir sur le leaderboard à quel point il est important. Jolivet, prenez le gars le plus fort en gym, le gars le plus fort en cardio sur ses entraînements. Pour moi le leaderboard il doit vous servir à ça. Ok, j'ai tel niveau en gym. Ah, Pépère, monsieur Toustoubar, et bah ok, sur un bout de Toustoubar je vais essayer de l'accrocher. Un bout de cardio, je vais essayer d'aller chercher les deux loulous. Ok, bah, c'est comme ça. Prenez le gars dans le leaderboard, ok lui je sais qu'il est fort en cycling, je vais essayer d'aller le chercher aujourd'hui. Qui t'a pété, tant pis, mais servir de ce leaderboard du côté positif. C'est impossible d'être tous les jours premier, aujourd'hui j'ai plus cette prétention, mais là moi maintenant je sais que personnellement, et c'est pareil, le leaderboard, on est tous différents, on a tous nos points forts, nos points faibles, donc chacun vous l'utiliserez différemment. Moi par exemple, je donne mon exemple, comment moi je l'utilise, pourquoi je continue, j'ai pas arrêté de mettre mes scores, j'ai continué, même à une époque où il y avait eu toutes ces histoires et tout, déjà pour montrer l'exemple. Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui me disent bah putain moi je regarde ce que tu fais pour m'évaluer parce que t'es un phare, t'es un repère. Voilà. En fait moi je pense que ce qui fait ma le seul truc c'est juste que je suis complet. Si vous regardez bien en fait c'est que moi aujourd'hui mon objectif c'est pas d'être premier parce que j'essaie de rester dans cet objectif de performance et pas de résultat. Donc c'est sûr que si j'avais envie d'être tous les jours premier, je dis pas que je pourrais, mais si je ferais des stratégies tous les jours, j'évaluerais mon leaderboard et tout. Voilà, là aujourd'hui moi je m'en cogne. Mais mon objectif par contre c'est de regarder, de dire aujourd'hui c'est un jour de gym, bah voilà il faut que j'aille chercher des gars comme Benoît, comme Victor. Demain c'est un jour cardio, je vais essayer de tenir des gars comme Anto. Le lendemain c'est EcoBike, Barbell Cycling, faut que j'aille tenir la grande tige à côté. Voilà, c'est que des trucs comme ça, parce que c'est des gens qui vont me battre en fait sur ce domaine-là. Je suis très 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 loin d'être invincible et de moins en moins. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire ok, les meilleurs de la boxe, ils vont forcément être devant moi. Donc mon but, et chose que j'accepte totalement, ce qui est normal, mais mon but c'est d'être derrière eux, de leur coller au cul, de les emmerder entre guillemets, si j'arrive à wooder avec eux en même temps qu'eux. Et donc du coup, ouais, s'il y a du burpees run machin, ça va être de tenir Anthony. S'il y a de la grosse gym en cycling, ça va être de tenir. Je sais que sur la corde, Victor là maintenant il me bouffe sur les montées de corde dès que c'est en gros cycling. Donc là mon but c'est, voilà, moi aujourd'hui j'ai mes références. J'ai mes références sur chacun des domaines. Donc je sais que j'ai Victor, j'ai Benoît, j'ai Anthony, j'ai Baba. Sur un walk qui va être complet, j'ai Maxence, parce que Maxence il va être relativement complet avec des box jumps, des handstand walk. Je sais que j'ai c'est ça qui est trop bien. Moi aujourd'hui j'ai un panel d'athlètes où j'ai mes références sur tous les domaines. Et moi c'est comme ça que j'utilise le leaderboard. Et du coup c'est d'une manière positive. Pour rebondir là-dessus, Tom, moi là où je veux en venir, c'est la force de notre groupe, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à la boxe en présentiel avec les gens. Moi je reprends ça un WOD avec toi, Benoît, on s'était tapé au fond de la salle le clean and jerk et Rob, le bike, ouais. Et non, et Rob là de Noël où pas grand monde l'a fait. Du coup il n'y avait pas de leaderboard, nous on s'est dit vas-y on envoie, on verra bien. Et de l'avoir fait ensemble, on s'est tiré beaucoup plus. Donc ça c'est la force du présentiel dans la boxe. Et après, mine de rien, le leaderboard, il fait que hier je me suis entraîné avec la classe de 20h, il y avait le score de Max, je me suis dit je vais essayer d'aller le chercher. Au final il était beaucoup trop fort là-dessus. Mais du coup l'idée c'est ça, c'est que il faut que le leaderboard par le gros machin derrière. Et voilà, tout le monde, et en gros on se tire tous les uns des autres. On s'est fait battre par Mathieu. Et ce qui est cool, c'est que Mathieu a vu vos scores voilà, c'est ça. Et il a été cherché. C'est ça. On s'est fait battre par Mathieu.
J'ai vu sa story, j'ai dit oh le bâtard. J'aurais logué, mais ça aurait été bizarre. Après, à la base, je voulais loguer. Ce que j'ai pas fait, je voulais loguer le score moitié, mais je me suis dit déjà, je suis dans la catéchine, donc ça va pas marcher. Et tout le monde m'aurait dit quoi? Et Non, pour rebondir sur ce que Ben disait, au niveau du groupe, il dit que le groupe c'est une force. Je trouve qu'aussi il faut faire attention parce que ça peut devenir une faiblesse. Ah mais exactement. Et je pense que quand tu veux passer à un stade pour une programmation comme Hydra, il faut savoir aussi remettre tout le monde à sa place. En fait. Exactement. C'est-à-dire dire qui a le droit de faire ça, qui n'a pas le droit, quelle est la place de chacun et que ce soit bien défini dès le début. C'est votre rôle, ça les gars. C'est ce que non pas qu'à On va y venir après. c'est le groupe, c'est le rôle de tout On le monde. va y venir après. C'est exactement ce que tu disais. Moi, je voulais aussi finir là-dessus, c'est-à-dire que pour que ça continue à tirer les gens vers le haut, et pourquoi Hydra marche bien, encore une fois, moi comparé à PRVN, je vois mes résultats qui n'arrêtent pas d'augmenter. C'est grâce à la force du groupe, quand tout le monde joue le jeu, et que c'est sain. Et que chacun est à l'endroit où il doit voilà, et qu'on reparle de mindset, mais que c'est sain. C'est-à-dire que l'émulation plus que la compétition. Tu vois, sans aller trop loin, vous êtes coach, vous avez des compétences, vous avez les compétences qu'il faut pour corriger les gens. Alors quand tu t'entraînes avec 2-3, si je m'entraîne avec Ben et Laura, bon Ben les a aussi, je m'entraîne avec Laura et Julie, si Julie vient me dire « Ah, t'as vu, je t'ai vu faire ça, fais gaffe, on est en train de s'entraîner ensemble ». Même si le groupe est gros, s'il y a quelqu'un qui vient à la boxe, qui n'est pas encore en train de s'entraîner, et qui me regarde du bout comme ça, et qui commence à essayer de me donner des conseils, j'ai envie de lui dire « T'es pas coach ». T'es pas coach et en plus tu t'entraînes pas avec moi. Reste à ta place. C'est pas ta place. Cette place-là, c'est celle des coachs. Et en fait, je pense que si on reste pas à sa place, forcément à un moment donné, le groupe ça devient une faiblesse alors que ça devrait être une force. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, de toute façon, on en avait parlé un petit peu et c'est vrai qu'on voulait aborder ce truc-là et on va essayer de terminer là-dessus parce que sinon on va jamais avoir le temps de s'entraîner. Moi, au pire, je m'en fous si on passe à l'apéro, non, mais en gros, dans l'idée, dans cette période-là qui a été un peu mauvaise, où il y a eu des mauvaises ondes, il y a eu pas mal de choses. Et vraiment, on n'est pas là pour dénoncer ou pour... Nous, au contraire, on a plus essayé de comprendre le problème de fond et de dire comment on doit y réagir. C'est pour ça que la réunion a aussi tardé, c'est qu'on voulait pas... Ouais, mais c'est pas un hasard, les voulait pas le sont pas là. prendre trop vite, à chaud, et dire n'importe quoi, et comprendre aussi... C'est enregistré en plus. On a sondé aussi, on a sondé un petit peu tout le monde aussi pour savoir ce que tout le monde en pensait pour ressortir au maximum. Il y a un facteur sur lequel vous ne pourrez jamais agir, c'est la relation que... Alors moi je ne connais pas du tout les personnes qui trichent ici parce qu'on ne s'entend pas ici, mais la relation que chacun a avec son score et le leaderboard. Ça vous ne pouvez pas maîtriser si par exemple... C'est une question d'égo. Et on ne pourra jamais le contrôler et il y en aura toujours. Et c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on aimerait, c'est c'était amener un peu notre vision de l'entraînement et notre vision du scoring. C'est-à-dire que c'est... Enfin bref, on y reviendra dessus, mais être droit dans ses bottes et pouvoir se regarder dans un miroir, c'est aussi respecter ses coéquipiers. Si vous vous aimez tous dans la programmation, je sais bien, mais c'est pas grave, au moins on aura dit ce qu'on avait à dire et après on prend pas. Les tricheurs resteront des tricheurs, les gratteurs resteront des gratteurs, ça bougera pas. Mais au moins que tout le monde essaie de comprendre une vision, pourquoi on s'entraîne. Et essayer de respecter déjà nous les coachs parce qu'on programme un certain nombre de répétitions sur des mouvements standardisés et c'est respecter nous justement parce qu'on programme à la règle près, etc. Et c'est aussi respecter ceux qui s'entraînent correctement et qui du coup vont vouloir changer avec eux-mêmes. Bah, en gros, l'idée, c'est vraiment de donner les outils, de montrer en fait l'importance. Alors, on a parlé déjà de tout ça. Là, l'idée, c'est de vous balancer des outils, de vous semer des graines dans les esprits pour que ceux qui soient... Après, il peut y avoir plein de raisons. Il y en a, c'est de l'ego. Il y en a, ils font pas attention à leur rep. Il y en a, ils pensent que c'est pas important. En fait, tout le monde peut avoir 15 000 excuses. C'est juste, en fait, pas de dénoncer, de dire ouais, c'est naze, c'est un con, c'est machin, c'est ci, c'est ça. En fait, on s'en bat les couilles. Nous, l'objectif, encore une fois, la programmation, c'est un outil qu'on met à votre disposition. Si vous voulez en faire de la merde, si vous voulez buriner avec une perceuse, faites-le. En fait, vous allez juste éclater votre truc. C'est pas dans notre intérêt. Nous, en fait, on met les outils. Donc, on a parlé un peu de comment aborder l'entraînement. Ça, c'est aussi une question de mentalité. Donc, de pas forcément aller chercher
une stratégie et un score, mais là on est à l'entraînement, donc là l'idée c'est de se pousser, mais il y a aussi ce côté amplitude de mouvement, répétition et standardisation en fait, parce qu'on fait un sport, et donc ce sport-là il est standardisé, mais encore une fois c'est dans l'intérêt de chacun, et pour moi, pour en revenir à ce que disait Clément, il y a deux rôles, parce qu'on a analysé un peu ça avec les gars, il y a deux rôles, il y a en effet ceux qui leur performance qui serait discutable, etc., ou dans la manière d'effectuer les reps, dans le nombre de reps, dans tout ce que vous voulez, en fait, on s'en fout. Et il y a aussi un deuxième rôle qui fout la merde, c'est ceux qui vont compter, donc en dehors des coachs, je parle bien, donc je reviens sur ce que disait Clément, c'est ceux qui vont compter les reps des autres, regarder les amplitudes, la manière de bouger, etc., et qui, au lieu d'aller dans un rôle bienveillant, dire franchement, je sais pas si t'as fait gaffe, ou alors de venir nous voir nous en disant je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut que vous ayez faire le truc ou quoi que ce soit, mais c'est de tout de suite aller assassiner sur les réseaux ou de balancer ou de dire dans le dos. Et en fait, moi la gangrène, je sais même pas laquelle est la pire en fait. À la limite, je pense que je préfère quelqu'un qui fasse de la merde dans son coin, et à la limite tant pis pour lui, que quelqu'un qui par contre vienne balancer, gangréner, limite insulter dans le dos des gens les autres. Donc je pense qu'il y a ces deux rôles là qu'il faudrait arrêter, parce que moi je voudrais que s'il y en a, mais j'en vois quasiment plus, et je pense que ce problème là il s'est un peu auto-résolu, mais je voulais quand même qu'on fasse pas les autruches dessus, donc on en parle, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend qu'il n'y a aucun intérêt à gruger, à zapper des reps, à bouger mal bouger, etc. Et je voudrais juste revenir sur la définition du CrossFit, justement pour vous expliquer l'intérêt, et je pense que ce sera parlant pour tout le monde, parce que je sais pas si tout le monde le voit comme ça. Et le truc, c'est l'autre côté, en fait, c'est plus ces gens-là qui m'embêtent le plus, donc pas ceux qui grattent, parce qu'au pire, c'est leur propre performance et leur propre fitness qui mettent à défaut. Mais c'est plus les gens qui vont pas y aller dans un rôle bienveillant, en fait, pour afficher, pour dénoncer. Et finalement, c'est eux qui ont un problème, parce que si le gars il est au-dessus de toi et que tu sais qu'il a triché, tant pis pour lui, qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais en fait, il y a des gens que ça rend dingue. Et là, je me dis finalement, le problème, s'il n'est pas vers le tricheur, il est vers celui qui dénonce dans le mauvais intérêt. Donc le but, en fait, nous, ce qu'on veut garder absolument, c'est justement ce que disent les gars, je pense qu'on est tous d'accord, c'est ce côté hyper bienveillant. Et en fait, comme on dit souvent, seul on va plus vite, mais accompagné on va beaucoup plus loin. Et là, je pense qu'on est en plein dedans. Moi, j'ai fait mon parcours tout seul pendant très longtemps. J'ai été loin, j'ai fait des perfs, mais j'ai fait aussi beaucoup de merde, j'ai eu des blessures, etc. Là, aujourd'hui, je me suis entouré de gars compétents. Aujourd'hui, j'ai un groupe autour de moi, autour de nous, qui est formidable. On a une super mentalité, on se tire tous vers le haut dans la grande majorité. Et je pense que si on retrouve le niveau qu'on avait au début, parce qu'on s'est un petit peu éparpillé à un moment, mais si on retrouve ce noyau-là, en fait, tout le monde va en bénéficier. C'est-à-dire que tous les points positifs que chacun va amener à la programmation et à ses partenaires, on va tous en bénéficier, qu'on fasse de l'indiv ou qu'on fasse de la team. Donc je pense que tout ça, ça va vraiment être essentiel. Je pense qu'il faut juste qu'on se recentre sur, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi je fais ça, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je mets en œuvre pour y arriver, et qu'est-ce que j'en retire en fait. Pour moi, c'est vraiment les questions essentielles qu'il faut que chacun se pose. Et à partir de là, en fait, finalement, le CrossFit devient simple. Ça monte au cerveau parce que c'est clair qu'on fait des choses que le commun des mortels ne fait pas. Et donc du coup, putain, on se sent plus pissé, on se sent pour un dieu et on se sent incroyable et tout. Mais au final, il faut qu'on se remette aussi à notre place. Nous, ce qu'on fait, il y a des mecs aussi dans le monde qui font 10 fois mieux que nous. Il y a juste à regarder Oda Palooza et là, je me dis, mais en fait, moi, je suis un tétard par rapport à ces mecs-là. C'est un truc de baiser. Donc en fait, il y a un moment West Coast, c'est juste se recentrer sur soi-même en fait. On s'en fout que je sois meilleur que machin. Et je m'en fous aussi que Krenikov soit meilleur que moi, c'est tout à fait normal, le mec c'est des monstres. Et puis en fait on est tous différents, on a tous notre passif, on a tous notre rythme de vie, on a tous tout un tas de trucs. On a tous notre pharmacie, Non, ça je ne vais pas en parler, mais voilà, c'est juste se reconcentrer sur soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel but je le fais, quel plaisir j'en retire. Et au final, finalement, on se rend compte que si on se centre sur soi-même, en fait la performance de l'autre, en fait, le seul but, c'est que j'en ai une utilité. Si elle ne m'est pas utile, je m'en cogne. Mais en fait, si ça doit vous amener des choses négatives, il faut se remettre en question et il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, ça vous fait défaut à vous et la finalité, c'est ça va faire défaut au groupe. Donc en fait, ça va vraiment servir à rien. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à se recentrer tous individuellement et en fait, ça va complètement recentrer aussi la vision du groupe.
et la puissance du groupe, et ça va nous faire repartir de plus belle sur une grosse saison 2023, je pense. Ça demanderait du taf, les gars, mais c'est peut-être un truc qu'on pourrait faire. Alors, c'est un peu développement personnel, tout ça, mais peut-être qu'on pourrait inviter les athlètes via, je sais pas, un Google Doc anonyme, un truc, bref, où on peut avoir leurs réponses et que tout le monde forcément les voit pas, et essayer de voir avec eux sur ces 3 questions que tu disais là. Ok, c'est quoi pour toi? Et comme ça, on les connaît un peu mieux et on sait aussi. Le fait de le marquer, c'est différent. Ouais. Si vous les posez, je pourrais les noter. Et justement, tous les trimestres, un truc comme ça, on fera un petit bilan après. Ouais. Et voir si la saison a été, est-ce que tu as atteint tes objectifs, ça. Pour justement vous visualisiez que je marque un peu. C'est un truc tout con, mais en fait, moi j'ai eu beau passer mon level 1, j'ai eu beau passer mon level 2, j'ai eu beau faire plein de certifs et tout. Et un jour, je me suis reposé sur la définition même du CrossFit. Pour en fait comprendre en fait pourquoi je m'entraînais comme ça, quel était l'intérêt de faire ce qu'on fait dans les conditions dans lesquelles on fait, etc. Est-ce qu'il y en a, hormis ceux qui ont passé leur level 1, qui connaissent la définition la plus basique, hein, je ne demande pas le fitness sans mots, quoi que ce soit, mais la définition basique, les 3 piliers du CrossFit. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent au moins? Vous voyez au moins ça en fait. C'est vraiment l'ADN. Les 3 termes qui définissent le. Alors non, ça c'est mécanique. Ça on pouvait vraiment y venir, le mécanique. Justement, je vais en parler. Il n'y a pas de la puissance dedans. La puissance fait partie des. Tu es sur le premier. Puissance. C'est fonctionnel. Du coup. Je me casse. Un mouvement fonctionnel. Endurant. Non. Ça c'est les qualités physiques. Ça c'est les qualités physiques de base, mais de base, comment il crée le CrossFit développé et l'essentiel du CrossFit, c'est ça. Mouvement fonctionnel en premier. Constamment varié. T'as passé ton L1 toi, non? Tricheur. Il y a pas intensité aussi dedans? T'as ton L1 toi? Ah ouais. Et Laura, elle a dit il n'y a pas intensité dedans. Pas moi, je répète ce qu'a dit Laura. Elle est intelligente. Moi je dirais même faute, intensité. Tricheur. C'est Rocco qui a fait ça? Du coup, le varié, moi j'aurais dit En fait, la définition même du CrossFit, c'est d'effectuer des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité. En fait, c'est l'ADN du CrossFit, c'est uniquement ça, c'est vraiment 3 piliers. Donc c'est bien bouger sur des mouvements à la fois variés et comme relativement spécifiques à notre sport, les changer constamment et les faire à très très haute intensité. Mais en fait, si on va décrypter vraiment ça, des mouvements fonctionnels. En plus, nous, on est des compétiteurs, donc on est dans un sport. Tous les sports ont des règles. Okay, si je joue au foot et que je fais une Maradona, je mets un but de la main, toute ma carrière, on va m'entendre parler. Donc du coup, nous on a des standards de mouvement. Donc ces standards de mouvement, la plupart du temps, ce sont des amplitudes. Okay, au-delà des charges, etc., ce sont des amplitudes de mouvement. Donc en fait, pourquoi on a standardisé tous nos mouvements? Encore une fois, pour la finalité de tout ça, c'est d'être en meilleure santé. Parce qu'en fait, entre une hanche que je vais exploiter à la moitié de son amplitude et une hanche que je vais exploiter au maximum de son amplitude, je sais que sur le long terme, quand je serai vieux, il y a grande chance que je sois encore capable de squatter quand je serai vieux et donc de faire beaucoup plus de mouvements. Et donc de maintenir, je vous dirais ça, séminaire en 2040. Et que je sois surtout autonome à la fin de PTH à droite. Et surtout que je sois autonome à la fin de ma vie. Donc en fait, il y a, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, cette double connotation. Il y a le côté santé, donc c'est pour cette raison-là qu'on le fait. Et nous, il y a ce côté de standardisation, parce qu'en fait, notre discipline, elle est censée être, nos performances, elles sont censées être mesurables, observables et répétables en fait. Donc tout ça, c'est une discipline qui doit être jugée. Donc en fait, on ne peut pas trop faire autrement. Et dans notre intérêt à nous, d'aller chercher des amplitudes complètes parce que c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être, et parce que aussi c'est un sport, et que en fait, en vous auto-déterminant compétiteur, vous avez plus ou moins signé une charte en voulant bien. Nous, on n'a pas de licence, mais quand vous prenez votre licence de foot, indirectement, vous dites, ok, je ne jouerai pas avec la main, à moins d'être gardien de but. Pareil, si j'ai signé une licence de handball, je sais que je ne ferai pas une reprise de volée de toute ma carrière. Donc c'est un peu dit, là nous on n'a pas de licence au CrossFit, mais à partir du moment où vous vous dites compétiteur, et même les gens qu'on a tous les jours à la classe, qui ne sont pas des compétiteurs, on leur impose ces standards-là. Eux, dans un but de santé,
Vous, il y a le double but, il y a la santé et il y a le fait que vous allez être jugé le jour où vous serez en compète. Donc en fait, vous avez tout intérêt à aller chercher les amplitudes totales. Quality. Et il n'y a jamais de, d'amplitude limite. On peut tous aller gagner de l'amplitude. Il ne suffit pas juste de se dire ok, le standard c'est parallèle cassé, je vais m'arrêter juste en dessous de l'appareil. Allez chercher des amplitudes profondes. Sur un squat clean, plus je pourrais descendre mon cul bas, plus je pourrais mettre lourd sur la barre. Donc le facteur amplitude aussi, il va jouer sur votre performance. Pas que pour respecter le standard, pour aussi d'un côté de performance. Et la pyramide, Baba a parlé de la pyramide tout à l'heure. Est-ce que tout le monde la visualise, la pyramide de la condition physique Vous l'avez en tête ou pas? C'est la pyramide de la condition physique, hein, donc c'est vraiment ce qui va définir votre fitness. Justement par rapport au mouvement, Votre vie tout court. Et votre vie tout court aussi. Alimentation. En bas, vous avez la nutrition. Ouais, c'est. Alors pour les bitcoins. La bière, elle est où? Elle est à la base, elle est à la base. Le sommeil, il est où là-dedans? Il devrait être sous la nutrition. Tu peux l'intégrer dans nutrition. Ouais. C'est la nutrition, ils ont mis ça, mais. Et personnellement, Baba, je trouve le sommeil super important. C'est aussi important que ta nutrition. Après, les nutritions, tu pourrais presque mettre lifestyle. C'est bien, hygiène de vie, bien manger, bien dormir. Ça, c'est la base. On peut être en Donc bonne la santé base, si on alors respecte ça déjà après c'est la définition sommeil. de Greg Glassman du CrossFit en 100 mots. Si vous l'avez jamais lu, lisez-la parce que ça c'est vraiment la définition du CrossFit en 100 mots. Et en fait dans cette définition, il commence la définition du CrossFit en parlant de nutrition. Donc en fait il reprend la pyramide en la décrivant. Donc la base de la pyramide c'est la nutrition. Ensuite c'est le metabolic conditioning, c'est de bouger de manière la plus variée possible. Okay, et juste au-dessus par contre on aura la gymnastique. Ça va être de bouger d'abord son propre poids de corps avant de penser à bouger des barres et à déplacer des charges. Et tout en haut on va mettre tout ça en application sur des sports multiples et variés. Okay, donc ça c'était pour reprendre un petit peu la définition des mouvements fonctionnels. Donc voilà pourquoi on bouge de cette manière-là et pourquoi on bouge sur des standards qui nous en fait c'est notre job en fait, vous nous payez pour ça. Si on vous demande et si on vous casse les couilles des fois sur des standards et encore plus quand c'est les open ou encore plus quand vous êtes dans des objectifs de compétition, c'est pas pour vous faire chier ou c'est pas parce qu'on est content, on a notre petit badge de coach et qu'on a envie d'appliquer parce qu'on est des gros frustrés de la vie et voilà. Non, c'est juste parce qu'en fait on fait notre job et nous on croit en ce concept et on aime ce qu'on fait, on est passionné. Donc quand on vous dit descends un peu plus ton cul parce que ton squat il est pas sous la parallèle, encore une fois c'est un message bienveillant, c'est pas pour vous péter les burnes ou pour vous... En fait, tout simplement, si on s'en battait les couilles, on vous dirait rien. Exactement. En fait, c'est justement parce dites-vous que si on vous donne un tip, c'est qu'il soit dit bien avec des pincettes ou qu'il soit un petit peu plus corsé. Dites-vous qu'en fait c'est pour votre bien et c'est pas pour vous dénigrer ou pour dire que nous en tant que coach on a envie d'être au-dessus de vous dans le leaderboard. Et profitez bien de ces mots, mais c'est parce qu'on vous aime. Je vais le dire une fois par an parce que vous enregistrer. Nous aussi on vous aime. Mais on s'en battrait les couilles, on serait là pour prendre 20 balles par mois ou l'abonnement de Rupella, on vous laisserait faire de la merde dans votre coin. Mais si on est derrière à vous péter les couilles sur les standards ou à justement essayer de trouver une façon de vous bouger le mieux possible, c'est parce qu'on veut vous tirer vers le haut. On n'est pas juste là pour prendre de l'argent et démerdez-vous. Pour revenir là-dessus, si c'était une question d'argent et pas de passion et de ce qu'on aime faire, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de programmer et ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de coacher. Ouais, et tu roules en 206 maintenant. Et le point le plus important, c'est l'intensité. Pour moi, c'est là que ça va mettre en valeur les choses. Déjà, je pense que vous êtes d'accord avec ça. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de résultat. Alors attention, intensité ne veut pas dire finir, tremper, vomir un metcon. L'intensité, un 5x5 back squat, un 5x5 back squat peut être une intensité. D'accord? Ce qu'on veut dire, c'est l'intensité sur la charge, sur l'engagement musculaire, c'est l'intensité qu'on met dans l'exercice. L'intensité au CrossFit, en fait, c'est la définition qu'on en fait, et ce qui est, de toute façon, c'est la définition pure, c'est en fait c'est la capacité de travail. Parce que nous, on cherche ce que vous faites tous les jours à l'entraînement en suivant ce qu'on vous dit de faire. En fait, le but ultime, c'est d'augmenter votre capacité de travail. La capacité de travail, en fait, c'est défini par la puissance
que vous allez développer en fait. À chaque fois que vous allez vous entraîner, vous allez dégager une certaine quantité de puissance. Et est-ce qu'il y en a qui se souviennent On a fait quelques Force ou vitesse. En plus, on est dans le style conjugué, donc ça voudrait vous parler. Hein. Puissance, force, le lourd le lundi, vitesse. Et quelqu'un se le souvient de la vendredi. définition de la vitesse? Tu nous l'avais fait. Non, la vitesse en fait c'est quoi en termes vraiment de. Bah, puissance c'est égal à la force fois la vitesse, et la vitesse c'est égal à. Vous vous souvenez pas? Non. Une question de radar, je Ouais, crois. c'est ça, mais du coup c'est la distance sur le temps. Vous n'avez pas révisé. La distance sur le temps. Donc la capacité de travail, donc la puissance que vous allez dégager lors d'un entraînement, c'est votre capacité à développer une force sur une distance donnée et sur un temps donné. Donc là l'objectif, pour le résumer en fait, quand je m'entraîne au CrossFit, c'est de déplacer la charge la plus lourde possible, sur la distance la plus longue possible, mais sur un temps le plus court possible. Voilà aussi pourquoi on chronomètre nos efforts et on essaye de les faire sur une réduction de temps ou sur un temps donné. Pour essayer d'augmenter la capacité de travail. Donc du coup, j'ai 3 paramètres sur lesquels je peux jouer. La force, la distance et le temps. Okay, et c'est justement les 3 paramètres sur lesquels on joue le plus en associant ça à des mouvements fonctionnels. Là où je veux revenir, c'est, encore une fois, suivez bien le schéma, ces 3 paramètres-là, ça va déterminer votre charge de travail, qui va déterminer votre intensité, qui va déterminer vos résultats. Okay, vous me suivez ? La force, comment nous on l'exploite au niveau du CrossFit? Il y a soit le déplacement de notre propre poids de corps, donc du coup sur une distance ou sur un nombre de répétitions, ou alors ça va être un déplacement d'une charge, multiplié par un nombre de reps. Donc en gros, si vous avez tout bien suivi, à partir du moment où je vais flinguer un de ces trucs-là, bah, si je suis toute la chaîne que je vous ai donnée, donc si je gratte des reps, si je mets moins lourd pour un objectif de résultat et pas de performance, vous me suivez toujours, si je fais demi-tour aux 300 mètres au lieu du 400, ou je sais quel, voilà, à chaque fois, l'implication que ça va donner, c'est que je vais mettre moins de puissance dans ma force de travail, donc je vais moins développer ma capacité de travail, donc du coup je vais mettre moins d'intensité, donc du coup j'aurai moins de résultats. Donc c'est juste pour le discours qu'on faisait tout à l'heure, c'est bien d'avoir des mots, mais là en fait je vous le pose sur un tableau blanc en vous montrant par A plus B qu'en fait de chercher le résultat au lieu de la performance, ce sera de toute façon négatif pour vous, ça ne vous avancera à rien. Donc juste de chercher à être devant l'autre parce que je considère que je suis meilleur que lui, parce que ça me casse les couilles qu'aujourd'hui il était en forme et pas moi, et que normalement j'aurais dû être devant, en fait ça c'est des considérations qui n'ont pas de sens si je suis un compétiteur. Parce que si je suis un compétiteur, mon seul but c'est d'être prêt et bon le jour J si j'ai une échéance. Okay, ou sinon c'est d'être juste bon au quotidien, et dans ce cas-là, le leaderboard, il est que secondaire pour moi. Donc en fait, que vous tourniez le problème dans tous les sens, gratter des reps ou diminuer en fait votre charge de travail, en fait, elle n'a pas de sens. Si par contre un jour vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas la forme, vous n'êtes pas motivé ou quoi que ce soit, bah, soit vous venez pas, soit clairement vous diminuez votre charge, vous trouvez un des paramètres à diminuer pour le faire un peu en mode tranquille, mais en fait tout le monde a le droit de ne pas être en forme, de ne pas avoir envie, de ne pas avoir... Ça c'est aussi un autre thème où quand est-ce que je dois me pousser et quand est-ce que je dois lever le pied, ça sera un autre thème qu'il faudra qu'on aborde un jour, c'est vraiment intéressant. Mais retenez bien ce schéma-là et comprenez bien en fait l'essence même de notre sport, d'où viennent en fait tous nos résultats, ils viennent de tous ces paramètres que nous en fait on jongle sur tous ces paramètres. Donc c'est vrai que quand Maxence tout à l'heure disait il y a aussi un manque de respect envers les coachs, bah, c'est vrai que ça fait un peu chier, parce que nous en fait, je vous raconte pas, il y a des moments j'ai l'impression d'être Einstein, j'ai des tableaux dans tous les sens, j'essaie de prendre tous les paramètres possibles en compte, et quand je vois des fois qu'il y a des scores qui ne correspondent pas, ou qu'on vient me dire ouais machin, je me dis mais attends, je suis où, j'ai affaire à des gamins, ou qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, je parle d'une sensation que j'ai eue il y a quelques mois, j'avoue que honnêtement, j'ai l'impression que le problème s'est résolu en interne, sans qu'on ait eu besoin d'en parler. Mais pour moi, il était important d'y revenir, pour déjà pas faire l'autruche, et pour faire en sorte que ça ne revienne pas, et que vous compreniez aussi le pourquoi, le comment, le fond du problème, et qu'en fait, ça dessert tout le monde de fonctionner comme ça. C'est surtout l'entraînement, la façon de s'entraîner doit être au cœur de votre entraînement.
c'est pas le leaderboard qui doit être. C'est pas se dire ok j'ai fini premier, j'ai fait un bon entraînement, ou j'ai fini 20ème, j'ai fait un mauvais entraînement. Vous pouvez avoir fini 20ème sur le Metcon, mais avoir fait un super entraînement parce qu'on s'était mis un objectif de temps de muscle-up, de machin, ou parce qu'au squat, parce que c'est pareil, on met beaucoup le Metcon en avant, mais pour moi, c'est les skills qui importent, d'accord? Parce que si vous êtes plus fort sur votre squat, vous serez plus fort sur le Metcon, vous êtes plus fort en traction strict, vous serez plus fort sur le Metcon, etc. Donc vous pouvez très bien avoir fait une très bonne séance de squat et avoir énormément réalisé vos objectifs sur la séance, et du coup être un petit peu mort sur le Metcon et avoir fait un mauvais score. Mais ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est tous les blocs qui sont à côté. Les Metcon, c'est juste un petit test. Voilà, à la fin de séance, on teste si vous êtes bon en gym avec un petit peu de cardio. Mais ce qui est important, c'est tout ce que vous avez fait avant. C'est votre squat, c'est votre haltéro, c'est le renfort, etc. Arrêtez de sauter les renforts. Arrêtez de sauter les renforts. Faites-en 2 fois plus comme Benoît. Enfin, et donc après le dernier deux fois plus si vous faites la moitié comme Benoît. La variété, ça c'est... La moitié de ce que fait Benoît. Ça c'est nous qui nous en occupons de la variété, ça c'est ce qu'on met en place sur les Metcon. Donc voilà, c'était juste là-dessus, et c'est vrai que le petit truc que Laura a dit, qui fait partie un petit peu de tout ça, c'est que l'intensité, elle, dans le schéma de progression, elle vient en tout dernier. C'est-à-dire que d'abord, en fait, je vais... Fais-le à l'inverse, c'est même presque plus parlant. Ah ouais, tu trouves? Bah, en soi, on met l'intensité souvent en avant, si tu commences par le noter tout à droite de ta ligne, en fait. Ouais. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, en gros, donc c'est vrai qu'on parle d'intensité, mais en fait, l'intensité, avant elle, il y a la capacité à reproduire un effort à une certaine intensité qu'on doit faire avant de pouvoir changer d'intensité. C'est-à-dire que être capable de snatcher 80, mais par contre de ne pas être capable de cycler 60, et ben en fait, s'il y a un Metcon où on vous demande dans les objectifs de la programmation de cycler, bah, si vous n'êtes pas capable de cycler 60, vous ne mettez pas 60, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas capable. Donc ça c'est ce qu'on appelle, enfin en anglais c'est la consistency. Et c'est pour ça que les coaching teams sont importants, parce que sinon, le Metcon du jour, on vous demande de cycler par 4 par 5, c'est parce qu'aujourd'hui, on veut un Metcon de cycling. Si l'objectif est de cycler et que la charge aérienne c'est à 60, soyez honnête avec vous-même. Dites-vous pas, ouais, single à 60, je suis capable de le faire. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est un Metcon cycling. Ça veut dire que si vous faites des singles à 60, dans la semaine, il n'y aura pas d'autres Metcon en cycling, parce que c'était le Metcon où on voulait que vous cyclez. Donc si, dans les coaching tips, il y a marqué cycling, c'est parce que c'est une des qualités à travailler. Et c'est pas juste, ouais, vas-y, c'est 60 l'URX, cycling, j'y arriverai pas, mais vas-y, je vais faire des singles, peu importe. Même dans les le WOD cycling, le WOD single, il arrivera peut-être quelques jours après, d'accord, le single lourd. Mais si là l'objectif c'est cycling, eh ben, c'est du cycling qu'il faut aller chercher, quitte à justement descendre la charge. Et c'est souvent pour ça qu'on gratte ou qu'on triche, c'est parce qu'on a mal adapté son Metcon. Ah bah ouais, aujourd'hui il y a 45 clean and jerk à faire à 52. Ah vas-y, je vais m'arrêter à 40 parce que j'en peux plus quoi, parce que j'ai mis trop lourd. J'aurais mis une charge un petit peu inférieure. J'arrive à faire les 45. Vous voyez ce que je veux dire? Le coaching tip c'est hyper important. Au lieu d'ouvrir l'application et de regarder les scores pour voir ce que les gens ont fait, ouvrez les coaching tips plutôt. Et lisez, ok, cycling, ok, surtout qu'il y a plein de vidéos allez chercher unbroken, machin, nanana, et construisez votre Metcon par rapport aux tips. Sur les Metcon, en fait, toutes les petites indications time domain, en fait, c'est... Bon, de toute façon, les time domain, on les gère parce qu'on met des time caps ou alors c'est des AMRAP. Mais en fait, c'est pour vous montrer que ne cherchez pas à aller au-delà parce que en fait, les time domain, ils sont tous programmés aussi. C'est-à-dire que dans la semaine, je programme au moins un long et un court. Et après, on a beaucoup de... Alors, quand je dis un long, c'est un Metcon qui fait moins de 10 minutes, qui fait plus de 15 minutes, et un court, c'est un moins de 10 minutes. Et entre les deux, on a un certain domaine de temps. Mais si quelqu'un veut faire tous les WOD dans RX et me fait que des WOD de 15 minutes dans la semaine, il est complètement hors sujet. Parce qu'en fait, ça, on va pas en parler aujourd'hui non plus, mais les filières énergétiques, les temps de domaine de travail, etc., ils sont hyper importants à être variés. Donc ça fait partie de la variété. Après, dans le deuxième indicatif, je mets la sensation sur la charge. Quand je mets le load, soit je mets charge light, medium ou heavy. C'est pour vous donner un repère de sensation à vous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, aujourd'hui, des gens qui ont des bonnes barres, c'est clair que si je mets des thrusters à 43, j'ai presque envie de mettre light, parce que pour moi, ce serait light. Mais en fait, en réalité, je vais prendre quelqu'un, des thrusters à 43,
Et ben, pour certains, en cycler 5, c'est compliqué. Donc voilà, il y a vraiment, c'est une question de sensation. Donc quand je mets la sensation, c'est vraiment la sensation que vous devez ressentir. Donc quand je mets des cleans à 60, si aujourd'hui cycler du clean à 60 et que je mets du médium et que 60 c'est une barre lourde pour vous, bah, prenez pas 60, mettez justement le niveau 1 ou le niveau 2 que je vous indique en dessous. Ensuite, quand je mets le pace, c'est vraiment l'intensité que vous devez mettre dans votre Metcon. Si je mets un pace moderate et que vous partez à 200 à l'heure sur les 3 premières minutes, vous êtes complètement hors sujet. Si je mets un moderate, c'est que ça va être un WOD qui va être un peu long, que l'idée sur du moderate, ça va être de stabiliser mon pace tout le long, c'est-à-dire de finir quasiment à la vitesse du début à la fin. Ça, c'est typiquement des WOD, quand je vous parlais tout à l'heure de connaissance de soi, c'est là où il va falloir bosser sur sa connaissance de soi, de flirter avec la limite, de me dire, je me pousse un peu, mais je sais que je prends un risque, j'y vais pas, machin, c'est des WOD qui vont être hyper intéressants, parce qu'il n'y a pas que des WOD de 7-8 minutes où je me mets une grosse cartouche qui sont intéressants. Au contraire, oui, voilà, il y a juste envoyer. Et c'est ça, il va y avoir des WOD où je débranche, il va y avoir des WOD qui vont me bloquer au niveau du skill, au niveau des compétences que ça va me demander, et il y a des WOD en fait qui vont être hyper simples, et c'est ce qu'on va bouffer aux Open. Typiquement la MRAP c'était 20 minutes la semaine dernière avec les wall, shuttle run, wall ball, bah ça on va en bouffer aux Open, donc ça c'est un WOD. Si vous l'appréhendez en mode je pars à bloc parce que le pote d'à côté il va plus vite que moi, ça me pète les burnes et que je vais le suivre et qu'après je suis à la ramasse sur le dernier quart d'heure, bah, vous êtes complètement hors sujet en fait, on n'est pas du tout dans le stimuli. Et donc tout ça en fait, et le goal après je vous mets un petit objectif où là j'essaye de justement vous guider sur, si vous n'êtes pas sûr au niveau de la charge, bah, si je vous dis il faut cycler au moins par 5, bah là du coup ça va vous donner encore plus de précision sur la charge à prendre. Si je vous dis bah là par contre essayez de partir fort, et tant pis advienne que pourra, mais là aujourd'hui on va se challenger, ça va être un peu la thématique. Bah essayez de regarder tout ça, j'espère que tout le monde le fait, mais j'en doute. Mais du coup toutes ces petites indications, elles prennent du temps, honnêtement elles prennent beaucoup de temps à écrire, et elles sont vraiment dans un but de vraiment orienter votre Metcon pour qu'il soit exploité de la meilleure manière qu'il soit. Et même cette constance, elle est hyper importante. Elle est hyper importante sur les skills spécifiques où on fait de la gymnastique ou de l'haltéro, ou par exemple en haltéro, par exemple, on vous dit pas d'échec, pas de temps de bras, pas de mouvement justement où vous avez des steps vers l'avant ou vers l'arrière. Parce que c'est bien de se dire, enfin, la constance elle est importante sur votre progression. Des fois vous êtes frustré à vous dire aujourd'hui c'est 1 RM, j'ai juste égalé mon PR et j'ai pas fait un plus 3, j'ai pas fait un plus 5, j'ai pas fait un plus 10. Déjà d'arriver à le reproduire fréquemment et d'être constant justement sur une performance donnée, c'est déjà un gros facteur de progression. Donc si vous me dites que votre PR, ça fait 3 fois que vous le faites, c'est déjà énorme parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui va avoir le même RM que vous justement quand vous comparez, mais peut-être qu'une fois arrivé en compétition, vous aurez plus cette capacité-là justement à réussir à la faire à chaque fois, alors que la personne à côté, elle va pas forcément réussir à la faire à chaque fois. Et on revient du coup après à ce qui va être important en premier, technique ou mécanique, c'est que justement vous allez bosser d'abord sur votre mouvement, à le faire propre. On s'inspire aussi des disciplines phares du crossfit, l'haltéro, la gymnastique et les meilleurs en cardio. Ces mecs-là, avant tout, ils bossent énormément en technique, ils sont très constants à l'entraînement et après ils vont chercher des grosses intensités. Donc pareil, c'est pour vous faire chier quand on vous dit pas de faire de temps de bras, pas avoir des pas vers l'avant et de respecter un pourcentage donné, c'est qu'en fonction du jour de la semaine ou en fonction du moment dans le cycle, ça va être important de respecter ça pour que vous ayez une conscience à l'entraînement et pas aller à chaque fois à l'échec, vous allez tout le temps ancrer, arriver à une certaine charge, justement cette situation d'échec là. Par exemple. Et c'est pareil par exemple sur la gymnastique où il faut faire du unbroken ou de l'eau. Moi je voulais juste te dire, notamment sur les coaching tips, je sais que ça vous prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire à chaque fois et tout, et c'est hyper important. Quand j'ai commencé la prog, il n'y avait pas tous ces coaching tips, il n'y avait pas tout ce que tu mets, les time domaines, enfin tous ces trucs-là. On les avait pas sur l'appli. Ouais, peut-être pas sur l'appli. Oui, de base on n'avait pas. En commençant la prog, je m'étais dit, ah non, j'ai peut-être pas le niveau en fait pour faire la prog parce que quand je voyais les méthodes, je me disais, j'y arriverai pas, enfin c'est pas possible. Et là, de voir les scales, de voir justement, d'avoir une idée de quelles sensations il faut avoir sur le Metcon, etc., ça aide vachement et je trouve que c'est beaucoup plus inclusif. Ouais. Ça te permet de te dire, ok, je peux le faire aussi. Ouais, on y a mis un point d'honneur, on a eu des retours, beaucoup de retours d'ailleurs sur ça. C'est pour ça qu'on a mis un point d'honneur à les derniers cycles, justement, à être plus investi dans les scaling et les stimuler. Ouais. Encore une fois, il ne faut pas que ça vous bride, par contre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup contenter du parfois qui vont faire le N1 ou le N2 qu'on indique, RX, alors qu'ils pourraient le faire en RX en fait, et en fait ils vont se contenter du N1 et se dire le RX. C'est plus se dire ok, il y a telle charge, je sais pas si j'en suis capable, quelle est la sensation que je dois avoir. Bon ok, j'en serai capable ou pas avec cette charge. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander, rajouter? Non, on va t'avoir.
Ça peut être important, on a blablaté là pendant presque 1h45, presque 2 heures, mais c'est important aussi qu'on ait vos retours en direct. N'hésitez pas, c'est pas une fois qu'on reprend l'entraînement et les semaines qu'il faudra se cacher et puis dire les choses. En tout cas, tu as beaucoup parlé de ceux qui sont là depuis longtemps et tu as rappelé beaucoup de souvenirs de gens qui sont là depuis longtemps. Pour ceux qui débutent en tout cas à un niveau compétition comme moi, qui vous ai rejoint au printemps après les Open, qui CrossFit depuis 3 ans, l'importance de la prog dans la progression, elle est capitale. Et puis, moi je le vois, on prend beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus grâce à la prog. Donc, gros merci et vous faites un très bon travail. Merci. Et juste pour finir, alors on va plus rien avoir, hein. Je termine là-dessus. Mais juste pour vous en parler, alors si, je fais un petit rappel sur le groupe, mais si tout le monde a réservé son t-shirt, parce qu'on verrouille pour les Open, on verrouille et je sais très bien qu'il y en a qui vont venir lundi en me disant ah, c'est pas pour l'argent. Voilà. Et l'autre truc, c'est qu'on va normalement avoir un partenariat avec une marque de CBD qui nous a contactés. Donc comme on ne travaille plus avec CleanFit et que par contre c'est des produits qui sont vraiment intéressants. Enfin, le CBD en lui-même c'est un produit qui est intéressant, moi je l'ai testé, on a été pas mal à tester et à tous avoir eu de réels effets. Là c'est une marque française qui nous a contactés.